Très heureux de vous accueillir pour ce 6e atelier de la transformation organisé par l'Ordre régional de Paris. Avant de démarrer, petite remise en contexte. Donc, c'est le 6e atelier. Pourquoi? C'est cette série de parcours de la transformation consacrée au full service a démarré avec 2 premiers ateliers sur la méthodologie, comment se préparer pour mettre en place ce type de mission. On a fait ensuite 2 ateliers sur les missions autour de la facturation électronique en elle-même, comment se préparer à cette réforme et quelles missions peuvent en découler. Et ensuite, on a décliné avec l'atelier de la dernière fois une première mission indirectement liée à la facturation électronique, le recouvrement de créances, et aujourd'hui, la mission de mandat de paiement. Donc, si vous avez loupé un de ces épisodes ou tous ces épisodes, n'hésitez pas à les consulter en replay, ils sont disponibles en accès libre. Et aujourd'hui, le sujet, ce sera donc les missions autour du mandat de paiement. Je le mets bien au pluriel parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs missions possibles. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Stéphane Reynaud. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien, Donc bonjour Stéphane à tous. Reynaud, qui est expert comptable commissaire aux comptes, directeur de la publication de la profession comptable et aussi consultant spécialisé en transformation des cabinets au sein du cabinet BBR. Alors, j'anticipe déjà les premières questions, donc je veux quelques précisions logistiques avant de démarrer. Vous aurez le replay, mais bien sûr, on vous invite à rester sur le direct pour pouvoir poser toutes vos questions. J'ai la tablette sous les yeux, ce qui me permettra de prendre vos questions au fur et à mesure et d'essayer de les poser en flux pour que Stéphane puisse y répondre. Dans la salle, de la même façon, vous avez la possibilité de lever la main si vous souhaitez poser des questions. N'hésitez pas. Donc voilà pour les questions-réponses. Et aussi, on aura l'occasion, puisque la question revient souvent, de parler de modèles de lettres de mission et même de tarifs, puisque les questions vont forcément arriver sur ce sujet. Donc restez connectés, on en parlera tout à l'heure. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Écoute Stéphane, si tu veux, je te propose de démarrer sur ce sujet. Oui, bien, écoutez, merci, merci de m'accueillir une nouvelle fois, donc en effet pour ces ateliers de la transformation. Donc en effet, hein, aujourd'hui on est sur la thématique, alors on est le jour du printemps je crois, 21 mars, donc c'est l'occasion en fait de se dire qu'on va peut-être faire parfois un peu émerger de nouvelles missions dans les cabinets. Vous savez, c'est la période où tout est en train d'éclore. Et donc, on peut essayer de faire émerger une nouvelle mission. Et cette nouvelle mission dans les cabinets d'expertise comptable, c'est donc la mission de mandat de paiement. Alors, c'est vrai que la mission de mandat de paiement, moi, je donne toujours cet exemple-là parce que, en fait, c'est une mission qui historiquement, dans la profession, est une mission qui a mis du temps à arriver. Parce que quand on compare ce qui se passe, par exemple, dans la profession comptable à l'étranger, souvent nos confrères à l'étranger, que ce soit des Anglais, que ce soit des CPA américains, des CPA australiens, ils ont souvent, en fait, dans leur activité, j'aurai l'occasion d'y revenir, des équipes qui sont en charge, en fait, de faire le paiement des fournisseurs et le paiement des dettes, en fait, pour l'entreprise. En France, nous, cette mission-là, en fait, elle est assez récente, puisque longtemps, on avait dans l'ordonnance de 45 l'interdiction de manier les fonds. Et comme on avait dans l'ordonnance de 45 l'interdiction de manier des fonds, on n'a pas eu en fait vraiment de cabinets qui ont structuré ces missions-là. Les choses ont un petit peu changé à partir de 2010, puisque à partir de 2010, dans la loi sur les réseaux consulaires, qui était à l'époque faite sous la présidence de Joseph Zorignotti, ils avaient réussi à placer en fait le fait de pouvoir payer les dettes fiscales et sociales. Et donc, ça a commencé en fait comme ça, le mandat de paiement en France, avec l'idée qu'on allait pouvoir en effet payer les dettes fiscales et sociales. Et puis, le deuxième grand élément, on va dire majeur, ça a été la loi Pacte, donc de mai 2019, où là, du coup, le monde a changé, puisque dans la loi Pacte de mai 2019, on a reconnu donc du coup le mandat de paiement des dettes en général. Et donc, du coup, ça ouvre le contexte en fait vraiment de cette mission qui est donc le mandat de paiement au sens large. Donc ça, c'est hyper important à comprendre parce que aujourd'hui, c'est vrai que dans la profession, on a encore en fait finalement assez peu de cabinets qui ont encore structuré vraiment cette mission-là. Or, on sait que c'est une mission qui va se structurer et qui va notamment se structurer beaucoup avec du coup l'arrivée de la facture électronique. Donc là, pour que les auditeurs nous suivent bien, c'est vrai que la mission de mandat de paiement, elle est possible sans la facture électronique. La seule chose, c'est que on théorise, on pense, nous en tout cas en tant que consultant, que l'arrivée de la facture électronique, c'est véritablement une opportunité très forte. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, déjà le cadrage que je voulais donner. Alors, on va parcourir ensemble 3 éléments qui sont un peu importants dans cette mission de mandat de paiement. Je vais essayer de vous dresser un peu le contexte de ces offres de services. Et puis ensuite, on verra notamment les caractéristiques de l'offre de la mission et puis un petit peu les modalités pratiques qu'on peut retenir par rapport à cette thématique-là.
Parfait. Donc, on va démarrer avec le contexte des offres de services, c'est-à-dire tout ce qui fait, pourquoi on se pose cette question aujourd'hui et est-ce que réellement il y a une utilité pour les TPE-PME? Voilà. Donc ça, je crois que ça, c'est hyper important de se dire, évidemment, hein, quand on propose des missions à un client, la première règle, c'est de répondre à un besoin du côté du client. Je dirais, on ne fait pas de mission, en effet, pour se faire plaisir. Et donc aujourd'hui, quand on est dans une démarche au niveau d'un cabinet d'expertise comptable de transformation numérique, digitale, eh bien, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, est-ce qu'il y a un besoin et ce besoin-là, est-ce qu'il va apparaître au niveau des clients? La première remarque, c'est que la gestion de trésorerie, c'est vraiment une fonction qui est vitale dans l'entreprise. Et les mois et les années qui viennent vont être de plus en plus importants là-dessus. On a vu par exemple le week-end dernier la faillite de la banque américaine et puis ce qui se passe pour Crédit Suisse. On voit bien qu'à un moment donné, même des très grands groupes, même des entreprises qui normalement sont censées maîtriser leurs risques, eh bien, elles peuvent se retrouver avec des gros problèmes de gestion de trésorerie, hein, et donc du coup finalement d'insolvabilité. Et donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vrai que les années qui viennent, avec notamment l'augmentation des risques financiers, avec l'augmentation, entre parenthèses, je dirais, de la gestion du risque global, ça montre tout simplement que la trésorerie, ça va être vraiment une fonction vitale dans les entreprises. Et donc, du coup, à partir du moment où la gestion de trésorerie est une fonction vitale, bah, ça fait le lien un petit peu avec ce qu'on s'était dit lors du précédent atelier, que ce soit du côté du client, c'est-à-dire en gros de l'encaissement, ou que ce soit du côté du paiement fournisseur, du paiement des prestataires de l'entreprise, bien, il y a une exigence qui va être de plus en plus forte et de plus en plus attendue, qui va être liée en fait à la qualité de bien gérer cette trésorerie. Ça, c'est le premier élément, et donc il faut bien l'avoir en tête parce qu'avec la remontée notamment des taux, cette gestion de trésorerie évidemment devient de plus en plus importante. Le deuxième élément, c'est évidemment la facturation électronique. La facturation électronique, on l'a dit dans les premiers ateliers, mais c'est une réorganisation des processus au sein de l'entreprise. Et ça, il faut vraiment y penser parce que quand on va en effet voir un petit peu plus en détail le contexte de réalisation de ces offres-là, comme je vous l'ai dit, faire du mandat de paiement sans facture électronique, c'était possible. La seule chose, c'est que c'était compliqué à mettre en place. Des fois, c'était, je dirais, un peu lourd en termes de processus. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la facture électronique, on va pouvoir rationaliser un certain nombre de choses dans ces processus de mission de paiement. Et donc, bah, d'une certaine manière, c'est vraiment une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Lourd en termes de processus et donc moins rentable aussi que ce que ça peut être avec la facture électronique. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, on verra tout à l'heure quand on donnera un peu les idées de tarification ou les idées, je dirais, de budget et de transformation qu'on peut avoir par rapport à des missions. C'est vrai que les cabinets qui, jusqu'à présent, se lançaient dans des missions de paiement étaient souvent des cabinets d'ailleurs qui avaient des clientèles étrangères, qui du coup demandaient, en fait, n'avaient pas d'établissement véritablement en France et demandaient du coup au cabinet de gérer les paiements et l'intégralité des opérations françaises. Et c'est vrai que du coup, il y avait quand même de la lourdeur administrative qui faisait que le ticket d'entrée sur ce type de mission était quand même assez élevé. Là où ça va changer avec l'arrivée de la facture électronique, c'est qu'on peut proposer cette mission beaucoup plus largement à plein de clients. Et j'allais dire, on va le voir tout à l'heure, mais ça va presque être de la gamification, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la gamification, vous savez, c'est le fait d'avoir une activité un peu par jeu. Objectivement, celui qui va bien travailler la mission de paiement pourrait presque se dire demain qu'avec les processus de workflow, etc., ça devient un peu un jeu de pouvoir payer facilement des factures fournisseurs et donc de pouvoir gérer ce poste fournisseur. Donc vraiment, profitons de la facture électronique pour être dans cette opportunité. Petite remarque, là aussi, rappelez-vous ce qu'on s'est dit au cours des 4 ateliers, je crois, précédents. Si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire si nous n'allons pas vers ce type de mission, il faut quand même se dire que là aussi, la facture électronique est une opportunité, mais c'est aussi une opportunité pour de nouveaux acteurs de s'intéresser à ces processus de paiement et d'une certaine manière de mettre la main, eux aussi, dans la gestion administrative de l'entreprise. Donc, il y a un vrai intérêt de notre côté à nous positionner sur ce type de mission. J'allais te couper, mais c'est parfait. Simplement pour résumer ce que tu dis, donc il y a une opportunité structurelle, en fait, conjoncturelle même, hein, en ce moment avec la remontée des taux, l'inflation, tout ce qu'on peut voir autour des difficultés que peuvent connaître les entreprises, une possibilité réglementaire et une opportunité techno aussi en même temps. C'est un peu la conjonction de tout ça qui fait que c'est le moment C'est exactement la conjonction de ça, et c'est exactement aussi la conjonction, si vous voulez, de l'évolution en fait de la vie des entreprises et du coup du fait que demain on va être beaucoup plus vigilant sur le respect des délais de paiement. C'est-à-dire que très clairement, là aussi, hein, pour ceux qui s'en souviennent, depuis de nombreuses années maintenant, on a des retards de paiement
dans les processus des entreprises. Je vous rappelle qu'on a une législation sur les retards de paiement. La législation en matière de paiement d'entreprise, normalement, c'est 30 jours et ensuite, éventuellement, jusqu'à 60 jours pour éventuellement les paiements inter-entreprises. Et c'est vrai que, rappelez-vous, il y a eu même dans la législation sur les CAC, sur le commissariat aux comptes, il y a même eu à un moment donné un rôle du commissaire aux comptes de regarder les délais de paiement, etc. Bon, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que finalement, depuis que les pouvoirs publics s'intéressent à ce sujet-là, on voit qu'ils ont beaucoup de mal en fait, à améliorer les choses. Alors, il y a eu l'Observatoire des délais de paiement qui a été mis en place. Et là, justement, on vous a remis en fait quelques sources de cet Observatoire des délais de paiement. Et il faut quand même se rendre compte que 25% des faillites des entreprises TPE-PME, et évidemment, plus on est une TPE, plus on est sensible à ce risque-là, c'est lié à des origines de retard de paiement, donc des clients qui ne vous payent pas. Et donc, par ailleurs, ça veut dire tout simplement que, éventuellement, le client n'a peut-être pas payé par volonté, mais parfois, il n'a pas payé tout simplement aussi par difficulté de mettre en place un processus réel, normalisé et qui va bien dans l'entreprise. Donc, d'une certaine manière, proposer des missions liées au mandat de paiement, c'est aussi rendre service à l'économie nationale parce que normalement, on peut penser qu'avec des processus bien mis en place, on va diminuer justement ces délais de paiement et donc améliorer finalement la gestion du BFR des entreprises. Les retards de paiement, c'est quand même un montant très important aujourd'hui en France. Et puis, comme on l'a dit, la gestion du BFR, elle va devenir de plus en plus stratégique. Et à l'ère de la facture électronique, elle va être carrément stratégique. Parce que, en fait, comme je vous le disais, quand on fait l'historique des sujets liés au délai de paiement, qu'est-ce que l'on voit? Qu'en fait, on est assez aveugle avec, dans une entreprise, la date à laquelle on a reçu la facture, la date à laquelle on a mis en paiement la facture, la date à laquelle réellement la facture a été payée. Jusqu'à présent, c'est quand même très compliqué de suivre ça dans une entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la facture électronique, on va avoir en fait une timeline, c'est-à-dire on va avoir un suivi très très précis de toutes ces dates-là. Et donc, j'ai presque tendance à dire, on peut imaginer que dans quelques mois, dans quelques années, quand la facture électronique sera mise en place, il y aura des indicateurs de performance entre les bonnes entreprises qui respectent bien ces délais-là grâce justement à tous les workflows qui sont mis en place, et puis les entreprises qui sont, entre guillemets, des entreprises mauvais élèves et qui ne respectent pas correctement ces workflows. Là, ça va être tracé en fait sur les plateformes et il faut bien avoir en tête ça, quoi. Très bien. Donc, compte tenu de ce constat, quelle est la mission, puisque tu prends cette thématique-là? Alors, juste avant peut-être d'aller sur la mission, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand je dis les plateformes vont être en fait des opportunités pour correctement gérer cela, c'est vrai qu'il faut avoir en tête que justement, l'obligation légale et la gestion des statuts de facture, ça va être quelque chose qui va être dans les PDP, donc dans les plateformes et dans la plateforme, dans le PPF, donc dans le portail public de facturation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir suivre évidemment tous ces processus-là. Et donc, d'une certaine manière, je vous rappelle que pour l'entreprise, il va y avoir en fait tout un suivi de statut et de workflow. Et donc, c'est ce qu'on a mis sur la diapositive. Mais en gros, la mission quand même numéro 1 de ceux qui vont s'intéresser au sujet du délai de paiement et au sujet des missions de mandat de paiement, c'est là aussi, un petit peu comme on l'avait dit l'autre fois, rendre simple la facturation client. Et bien là, c'est rendre simple la validation des factures et le suivi des paiements. Et en gros, si je devais résumer le besoin pour le chef d'entreprise, c'est dire au chef d'entreprise, voilà, la facture électronique arrive, on va donc être obligé de repenser ton process achat et ton process fournisseur. Eh bien, on va t'aider à rendre ça simple et on va t'aider à clarifier cette démarche-là et en même temps, on va t'aider à mettre en place un suivi de paiement qui va bien. Parce qu'effectivement, souvent, on entend la facturation électronique, c'est juste dématérialiser des factures. On va le voir surtout avec la slide d'après, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a des statuts, des échanges d'infos, et donc ça génère une vraie complexité. Très clairement, si on prend la facture électronique par l'angle, je fais des factures électroniques et puis mon problème est réglé, je veux dire, on va, nous, en termes d'entreprise, passer à côté de tout le potentiel de transformation en fait et d'accompagnement de nos clients. Et si on prend pas, entre parenthèses, je dirais, ce spectre qui est de dire, je vais justement vous aider à repenser vos processus, il y a deux risques pour moi. Le premier risque, c'est que d'autres le fassent à notre place et que nous, en fait, en tant qu'expert comptable, on ne soit que un petit peu, je dirais, l'élément un peu marginal qui règle des problèmes purement techniques, fiscaux ou juridiques, mais qui ne sera pas dans le processus. Et donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que si on n'est pas à la manœuvre, en fait, sur ces éléments-là,
on va se priver de tout ce qui peut être l'exploitation du processus pour pouvoir rendre de la valeur à notre client. C'est-à-dire, en gros, rendre de la donnée. On verra tout à l'heure que quand on parle de processus de mandat de paiement, d'admission de paiement, on a des expériences déjà de confrères, notamment à l'international, qui, du coup, sur la base de ces missions-là, se servent des données pour apporter de la valeur ajoutée. Et donc, si on prend que la facture électronique par langue pure technique, formaliste, légale, on va passer à côté de ça. Alors, on a le droit. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je croise des cabinets qui, des fois, me disent moi, mon rôle, c'est que mon client, il ait une facture électronique. Et puis, je vais l'aider à faire la facture électronique. Certes, je dirais, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Par contre, il faut comprendre quand même que l'intérêt pour moi de la transformation et de l'arrivée de la facture électronique, c'est de nous positionner véritablement dans la gestion des processus de l'entreprise, dans l'accompagnement de toute la démarche et du coup dans toute cette gestion, je dirais, administrative de l'entreprise. Justement, l'illustration de cette complexité que tu décrivais. Alors oui, ce schéma-là, je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais c'est un schéma qu'il faut vraiment bien avoir en tête parce que j'allais dire, moi, c'est le schéma qui me sert le plus souvent aujourd'hui quand je parle en effet de la facture électronique. C'est un schéma qui est important parce qu'il est tiré donc de ce qu'on appelle les spécifications techniques des plateformes de facture électronique qui a été publié donc par la DGFiP. Hein. Et donc, du coup, ce qui est assez intéressant quand on regarde ce schéma-là, c'est qu'on voit que la volonté réelle du coup de l'administration, hein, à travers la transformation de la réforme de la facture électronique, c'est de mettre en place des workflows qui sont des workflows du coup de suivi des pièces et donc de suivi des factures. Donc attention parce que souvent on prend en effet l'angle facture électronique par l'angle juste en effet normes et protocoles de facturation. L'un des gros éléments majeurs de la réforme, c'est du coup ce suivi de ce qu'on appelle le cycle de vie du document électronique, avec du coup des étapes qui vont être tracées dans les plateformes. Donc que ce soit dans le PPF, donc dans la plateforme publique d'État, ou que ce soit sur les PDP, hein, les plateformes privées, on va avoir cette remontée de statut. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il va y avoir des statuts qui vont être OK, est-ce que ma facture elle est préparée, est-ce qu'elle est déposée ? Est-ce que je l'ai bien transmise? Donc, quand je suis un fournisseur, ça veut dire qu'il va falloir que je dise, voilà, ma facture, elle est déposée. Ensuite, de l'autre côté, celui qui reçoit la facture va avoir normalement un rôle pour dire, OK, cette facture, je l'ai reçue. Ensuite, je l'ai acceptée, c'est-à-dire que je l'ai vérifiée par rapport aux éléments qui sont liés aux éléments de facturation. Éventuellement, je la rejette. Donc, éventuellement, je la conteste et je la renvoie. Je vais avoir également un statut ensuite qui va être un statut j'ai pris en charge, elle est approuvée, elle est payée et enfin elle est archivée. Donc on a bien tout un workflow qui est prévu dans la réforme. Alors évidemment, le rôle des fameuses PDP, ça va être d'automatiser ça et selon les plateformes que l'on va utiliser, ça va être plus ou moins simple. Mais ce qu'il faut se rendre compte quand même, c'est qu'au-delà de l'aspect technique de la PDP qui va automatiser ça, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est qu'on a vraiment une logique, en fait, de suivi du cycle de vie du document électronique. Et ça, c'est très nouveau. Et d'une certaine manière, c'est intéressant parce que ça nous permet, du coup, en tant qu'expert comptable, quand on explique la réforme à notre client, de lui rappeler que justement, quand on s'occupe de la gestion de fournisseurs, on doit avoir tout un suivi, on doit avoir tout un process. Dernière remarque, ce slide-là, ou en tout cas ce schéma-là, on le retrouve quand on est dans le secteur public aujourd'hui avec Chorus, hein, puisque vous savez que sur la plateforme Chorus, on a, je dirais pareil, la gestion des statuts. Et le constat quand même que l'on fait, c'est que du coup, du côté de la sphère publique, là aussi, ça a une tendance à accélérer les processus de paiement et permettre justement de mieux suivre, je dirais, l'état de la facture. Donc là, il y a quand même un vrai intérêt pour à la fois, je dirais, l'opérateur qui a réalisé sa facture et celui qui va la payer. Ce qu'on peut dire aussi peut-être en termes de calendrier, c'est que toutes ces problématiques côté acheteur, elles vont se poser très très vite parce que même une TPE va rapidement recevoir des factures électroniques et donc tout de suite, dès 2024, va devoir remonter ce type de statut. Si on rappelle, et là en effet, on peut faire un petit rappel de calendrier en se disant que de toute manière sur les replays, vous avez tout le détail. Mais en effet, ce qu'il faut se rappeler, c'est que 1er juillet 2024, toutes les entreprises en France doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques. Donc, en fait, à compter du 1er juillet 2024, on va avoir des grands opérateurs qui vont commencer à envoyer leurs factures électroniques à l'adresse donc qui aura été retenue par l'entreprise sur sa plateforme ou sur la plateforme publique. Et donc, du coup, cette gestion des statuts va commencer dès le 1er juillet 2024. Donc, tu as raison, en fait,
dès juillet 2024, on va avoir déjà cette logique-là. Alors évidemment, on peut penser que ça va avoir un petit peu de temps de mise en place au niveau des entreprises, mais ça veut dire quand même que dès juillet 2024, on va être confronté à ces workflows. Et donc là aussi, d'où l'intérêt pour le cabinet de se mettre, je dirais, en état de marche dès la rentrée sur ce type d'offre de service ou de mission. Là-dessus, j'en profite pour envoyer donc c'était l'atelier précédent, ou peut-être ceux d'avant, où tu avais évoqué la mission ou c'était Céline qui avait évoqué la mission de conseil pour le choix d'une PDP. Exactement. Donc ça montre tout l'enjeu, parce que selon ce qu'on conseille, on va se retrouver à Exactement. compliquer la vie du client ou la lui faciliter. Exactement, et on va en parler, mais quand on voit les processus en fait qui sont prévus dans ces étapes-là, c'est vrai que selon le choix de la plateforme que je vais utiliser, je vais me faciliter la vie aussi pour moi derrière, pour le paiement ou pas, ou pour le suivi ou pas de la pièce. Donc c'est vrai que le contexte quand même, pour finir sur ce contexte, c'est qu'il faut se rappeler que, alors on redit là aussi ce qu'on avait dit je crois la dernière fois, mais aujourd'hui on a 40 à 65% des clients des cabinets qui n'ont pas de logiciel de facturation. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir évidemment une montée en puissance assez rapide dans les 18 à 24 mois des logiciels de facturation conformes Facturix. Donc ça c'est côté en fait finalement celui qui est le fournisseur qui va facturer en facture électronique. Et donc, du coup, ça veut dire que les factures électroniques vont commencer à arriver, en effet, dès juillet 2024. Et donc, on va, du coup, devoir intégrer ça, évidemment, dans nos systèmes. Et puis, se rappeler que, justement, ces retards de paiement, ça concerne quand même une entreprise sur 3. Donc, quand on regarde de près, je dirais, le poste fournisseur, à un moment donné, on peut se dire que, normalement, une entreprise sur 3 dans le portefeuille est sensible à la question gestion du portefeuille fournisseur. Et donc, c'est quand même assez intéressant. Autre remarque, peut-être, je dirais là aussi en transparence avec ça, c'est de se dire que par rapport justement à ces missions de gestion fournisseur, on le voit bien, les entreprises à compter de juillet 2024, elles vont être quand même un peu dans le flou dans la redéfinition de leur process d'acquisition des factures fournisseurs. Et donc du coup, c'est là que, en effet, la mission de mandat de paiement et d'organisation du process va pouvoir se mettre en place. Donc là, on a dressé un petit peu le contexte de tout ça. Et maintenant, on va faire la typologie des missions qu'on peut proposer avant de voir dans la troisième partie la mise en pratique. Voilà. Alors là, du coup, maintenant qu'on a normalement, je dirais, bien compris qu'il y a une opportunité, alors comme je le dis tout le jour, on n'est pas obligé, en effet, de faire. Avoir une opportunité, c'est la question de se dire, est-ce qu'en effet, mes clients sont concernés? Est-ce que j'ai un marché, etc. Cela dit, une fois qu'on se dit OK et qu'on est convaincu que cette opportunité existe, c'est vrai que la question, c'est finalement quelles sont les missions et quelles sont les offres de services que l'on peut proposer aux clients par rapport à ça. Alors, un petit peu comme ce qu'on a vu d'ailleurs l'autre fois sur le cycle client, parce que c'est vrai que, comme je vous le dis, le cycle fournisseur-achat, il est assez symétrique avec le cycle évidemment vente client. Et donc, finalement, il y a deux grandes familles de missions qui sont en train d'être implémentées dans les cabinets et sur lesquelles nous, quand on travaille sur des projets de transformation de mission ou d'offres de services pour des cabinets, du coup, on travaille généralement sur ces deux axes-là et le cabinet ensuite, je dirais, choisit de développer les deux en même temps ou plus particulièrement l'un ou l'autre. En fait, on va dire qu'il y a deux grandes typologies. La première typologie numéro 1, c'est la mission d'assistance au processus achat fournisseur. Et là, ça, c'est hyper important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait une opportunité, la facture électronique, de repenser tout son processus achat fournisseur. Moi, j'ai la conviction qu'on ne peut pas utiliser en fait des anciens processus sur des nouveaux outils. Donc, en gros, comme les plateformes, les PDP, le PPF vont être là, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir gérer mon cycle achat fournisseur comme je le gérais jusqu'à présent. Et donc, il faut que je fasse finalement d'une certaine manière un peu mon deuil de ce cycle-là classique traité comme avant. Et donc, du coup, il faut que je crée une nouvelle approche de mon processus achat fournisseur. Donc là, ça veut dire que je peux vraiment travailler avec mon client sur finalement, ça va être quoi ce nouveau cycle achat fournisseur et comment est-ce que je vais le gérer. Et on va voir que du coup, ça répond à des règles qui sont assez précises pour nous. Et puis, il y a une deuxième typologie de mission, alors qui là, souvent, est une mission qui complète d'ailleurs la première. C'est un petit peu, je dirais ça la logique, c'est que si j'ai travaillé sur le processus achat fournisseur, il est assez naturel généralement que j'aille sur la mission de mandat de paiement, mais je peux aussi la déconnecter, c'est-à-dire que finalement, si l'entreprise a d'elle-même déjà travaillé son processus fournisseur, je peux lui faire une offre tout simplement de mission de mandat de paiement. Et là, du coup,
je vais avoir une typologie de mission qui va être plutôt liée du coup directement à l'opération de paiement et donc à la prise en charge par mes équipes en fait d'une opération de paiement des dettes. J'allais te poser la question, mais tu as déjà répondu. Effectivement, c'était est-ce qu'on peut proposer la partie paiement sans proposer la partie process? Tu dis oui, si c'est à condition que ça soit déjà fait, parce que sinon ça va être compliqué de gérer les paiements s'il n'y a aucun travail qui a été fait Oui, sur la première partie. oui, c'est ça. C'est-à-dire que la mission de mandat de paiement en fait des dettes, c'est vrai qu'elle arrive aujourd'hui. Alors déjà, comme je disais, il y a déjà des entreprises qui le demandent. Hein. Quand vous avez des entreprises en effet qui sont implantées en France, mais qui sont à siège étranger, souvent ils ont demandé déjà la mission de paiement. Et c'est vrai qu'on a du coup dans les normes, je vais y revenir tout à l'heure, mais on a des bonnes pratiques sur la mission de mandat de paiement qui sont bien précis. Où la chose change un tout petit peu, c'est que c'est vrai que cette mission de mandat de paiement va être du coup plus facile à généraliser par le fait de l'utilisation justement des plateformes et par le fait que j'ai revu du coup mon processus entier achat fournisseur. Donc c'est pour ça que je dis bon, il faut bien avoir en tête qu'on a ces deux niveaux. Alors il y a des gens des fois qui préfèrent rentrer par le niveau assistance processus achat fournisseur et du coup bien poser tout un cadre. Et puis il y a des fois des cabinets qui préfèrent rentrer directement par la mission de mandat de paiement parce qu'ils ont peut-être un collaborateur qui peut être tout de suite plus dédié. On va y revenir dans le détail par rapport à ça. Allons-y. Donc, la première partie, donc assistance au processus achat fournisseur. Donc là, on remet à plat tous les process et tu as découpé ça en 6 étapes. Voilà, alors là ce qui est très clair, alors là aussi, je vais le redire plusieurs fois, je le redirai en conclusion de l'intervention ce matin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est des professionnels comptables. Étant des professionnels comptables, finalement, un processus achat-fournisseur, on y est habitué, on connaît un peu les choses, etc. Et on a tendance à, entre guillemets, simplifier la problématique au client et du coup ne pas suffisamment la vendre. Donc je le dis volontairement parce que dans les ateliers de la transformation, il y a quand même l'idée d'arriver à vendre des missions. Enfin, Ludovic l'avait dit au début dans les premiers ateliers, mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même à un moment donné de dire que l'objectif final, c'est quand même de vendre de la mission. Et si finalement je simplifie à l'extrême en disant bah, c'est bon, un processus achat fournisseur, c'est assez simple, bah, je vais, je dirais, avoir du mal à proposer une offre de service au client. Donc, il y a une vraie méthodologie à avoir quand on veut développer une mission d'assistance au processus achat fournisseur. Les Américains, et c'est ce que j'avais à la fin de mes slides, on en reparlera, mais ils font souvent du storytelling pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent bien ça en musique pour bien montrer les choses. Donc, si on regarde cette fameuse mission d'assistance au processus achat fournisseur, bah, en fait, il y a à peu près 6 étapes, qui sont 6 étapes un peu majeures qu'on peut donc du coup dérouler pour pouvoir avoir, je dirais, les choses. La première étape, c'est finalement de dire à un client, bah, écoutez, en effet, à l'occasion de la facture électronique, on va redéfinir tout votre processus achat fournisseur. Et donc, puisqu'on redéfinit tout votre processus achat fournisseur, bah, on va commencer déjà par définir votre besoin. Quel est votre besoin en matière finalement de processus achat fournisseur? Donc ça, c'est recadrer finalement combien j'ai de fournisseurs dans mon entreprise, quels sont mes fournisseurs, comment est-ce qu'ils sont, je dirais, sélectionnés, comment est-ce que je vais cadrer mon besoin fournisseur. J'insiste là-dessus parce que on passe d'un monde, en tout cas pour moi, de pléthore d'offres. On va dire, les 30 dernières années ont été un monde de pléthore d'offres. Et on va aller demain, je pense, dans un monde plutôt de pénurie de l'offre. Ce que je veux dire par là, c'est que ce monde de pénurie de l'offre, il fait que bah, les gens vont devenir de plus en plus exigeants en termes d'entrepreneurs sur est-ce que je contractualise avec vous, est-ce que j'ai envie de travailler avec vous, etc. J'allais presque dire, on commence à le voir dans les cabinets comptables. Hier, j'étais dans un cabinet où on me disait, on est en train de sortir des clients et parce qu'on a trop en fait de clients, pas assez de collaborateurs, donc on sort des clients, on augmente nos prix, etc. Dit autrement, ça veut dire que si je me mets du côté en fait de l'entreprise, bah, finalement il faut que je définisse bien mon besoin parce que en fonction du besoin que je vais avoir d'acheter un prestataire, quelle est la mission que je vais lui confier, qu'est-ce que je veux faire, etc. Donc le premier travail en fait quand on est dans une mission d'assistance au processus achat fournisseur pour nous, c'est vraiment cette définition de besoin et de dire à l'entreprise voilà de quoi tu as besoin, etc. La deuxième étape, généralement, ça va être une étape de recherche de fournisseurs. Alors, quand je dis étape de recherche de fournisseurs, là aussi, entendons-nous bien, ça veut dire qu'il y a un rôle pour l'expert comptable dans ce processus achat fournisseur d'aider l'entreprise à dire, OK, tu travailles avec un tel, classiquement. D'abord, est-ce qu'il ne faudrait pas parfois des plans B?
On a vu là aussi avec la crise du Covid que parfois on avait besoin finalement d'avoir des plans B parce que les opérateurs pouvaient ne pas être disponibles, etc. Et puis, d'une certaine manière, dans cette logique de recherche de fournisseurs, il peut y avoir des actions qui sont menées autour de finalement, c'est quoi la solidité de ce fournisseur? C'est quoi ses caractéristiques? Je regarde éventuellement sa notation, j'utilise éventuellement des bases de données. Moi, je donne souvent cet exemple-là, mais quand on veut commencer à travailler sur ce processus achat fournisseur, en tant qu'expert comptable, on peut dire voilà, on vous a sorti les 20-80, c'est-à-dire les 20% de fournisseurs qui font 80% de votre poste, et on va les monitorer pour regarder s'ils sont solides, s'ils ont je dirais, des risques particuliers, parce qu'à un moment donné, il faut qu'en tant qu'entreprise, je sois capable de délivrer mon service. C'est sécuriser la chaîne de production de l'entreprise, en fait. Exactement. Okay, et du coup, bien se positionner dès le démarrage sur cette valeur ajoutée-là. C'est pour ça que je dis c'est hyper important d'avoir cette logique-là, parce que du coup, je me positionne dès le départ sur cette démarche-là. Ce qui, du coup, m'amène derrière à dire pourquoi pas, alors c'est pas obligatoire, hein, mais en tout cas, quand on fait un processus achat dans une entreprise classique, c'est comme ça normalement que ça doit être fait. Derrière, l'émission en fait d'un cahier des charges, hein, c'est-à-dire en gros des règles principes de relation avec ce fournisseur. On verra tout à l'heure que ce truc-là, il est hyper important, parce que quand on parle avec nos confrères italiens, je vous dirai tout à l'heure que en fait les confrères italiens, à l'aide de la facture électronique, aujourd'hui, ils font en fait derrière de l'analyse de restitution de cahier des charges. Et donc, si les conditions de l'appel d'offres ont bien été posées, l'intérêt de la facture électronique, c'est qu'on va pouvoir vérifier que oui, en effet, ça se passe bien. Je vous donne un exemple tout bête, mais si j'ai décidé que la règle, c'était que normalement, on était payé à 60 jours sur la facture, jusqu'à présent, il n'y avait pas grand monde qui regardait si les factures étaient payées à 60 jours. Avec les datas qu'on aura dans la facture électronique, on pourra faire ce livrable assez facilement. Donc ça, c'est vraiment la recherche de l'appel d'offres. Quatrième étape, c'est l'analyse de l'offre. C'est-à-dire, si je suis expert comptable, je peux aider mon client à bien regarder, je dirais, si cette offre répond bien, je dirais, aux besoins qu'on avait cadrés, et si toutes les conditions sont bien réunies. Et puis ensuite, je dirais, c'est optionnel, mais je peux aider mon client à négocier, voire aider mon client aussi à contractualiser. Et ça, c'est hyper important, parce que la contractualisation, aujourd'hui, c'est pareil. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est, comme je le disais tout à l'heure, on va aller dans une économie qui va être de plus en plus une économie de pénurie d'offres. Et donc, en fait, les règles contractuelles qui sont posées, elles ont de plus en plus d'importance. C'est une sorte de direction achat externalisée, en fait. Exactement. C'est-à-dire que, alors, l'idée vraiment dans ce processus achat, c'est que si on était dans une belle entreprise, je dirais une belle PME, une belle ETI, on aurait des acheteurs qui seraient des gens qui feraient ça toute la journée, dont le métier c'est faire ça. Moi, j'écoute régulièrement, c'est à la radio, Leclerc qui vient nous dire, etc., son processus achat. Je veux dire, les gens qui sont dans les équipes de négociation chez Leclerc, ils déroulent un processus de ce type-là, etc. Et ils font tout ça. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que dans les 4 millions de TPE françaises, l'idée, c'est que généralement, personne ne le fait. Et qu'à un moment donné, moi, je considère vraiment que la facture électronique, c'est l'opportunité pour l'expert comptable de le proposer. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on fera ça tous les ans. Très clairement, le diagnostic d'un processus achat, c'est l'implantation, par exemple, au moment de la facture électronique. Et puis après, c'est du suivi. C'est-à-dire qu'ensuite, éventuellement, je peux proposer un suivi régulier pour voir si tous les éléments sont bien faits. Mais ça a un intérêt, c'est que ça va permettre quand même de bien repositionner les éléments de définition de mon cadre de processus achat. Et donc, du coup, de ne pas voir en effet la réception des factures électroniques fournisseurs comme uniquement un sujet technique, de bien dire, voilà, là, il y a tout un sujet stratégique qui évidemment est important et qui permet de bien suivre la chose. Là-dessus, j'avais 2 questions. La première, est-ce qu'on peut proposer ça à des TPE? Là, tu y réponds, tu dis oui. Ouais. Pas forcément tous les ans, mais on peut le faire au moins à l'occasion de la facturation électronique. Voilà. Là, vraiment, moi, mon idée, c'est que de toute manière, comme je vous le disais et comme je le redirai tout à l'heure, on ne va pas greffer une PDP si on n'a pas un peu retrié, entre guillemets, mes fournisseurs, ceux qui vont éventuellement m'envoyer des factures électroniques tout de suite, ceux qui vont l'envoyer en 2025, ceux qui vont l'envoyer en 2026. Donc, d'une certaine manière, je vais être obligé intellectuellement, en tant que cabinet, de faire un peu ce travail-là. Donc, autant finalement le scénariser et le proposer comme une vraie mission avec le client et du coup, de bien rentrer dans cette démarche-là. Le deuxième point, c'était sur les compétences au sein du cabinet. Pour faire ça, on peut avoir recours à des profils qui ne sont pas forcément comptables. Bien sûr, oui, bien sûr. Souvent, aujourd'hui, quand on travaille sur ces profils-là pour ce type de mission, ce n'est pas forcément des profils comptables, c'est parfois des profils d'ailleurs qui peuvent être juridiques.
Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que c'est contracyclique, ça. C'est-à-dire, en gros, je peux avoir une équipe juridique qui travaille en effet sur les approbations d'AG entre mars et juillet. Et puis à partir de septembre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein, quand on accompagne nous des cabinets là-dessus, il y a des cabinets qui, à partir du mois de septembre, octobre, novembre, là, vont proposer certainement ces missions-là pour dire, bah, tiens, c'est l'occasion d'écrire à votre client, de faire le point sur les fournisseurs et puis de peut-être revoir les contrats. J'insiste sur le point contractualisation parce que le point contractualisation, il est quand même très très important parce qu'aujourd'hui, quand on se balade dans les entreprises et quand moi je me balade dans les entreprises avec des cabinets, qu'est-ce qu'on voit? On voit souvent que, en effet, il y a une culture de reconduction de contrat qui a eu lieu, etc., d'année en année dans beaucoup de TPE, mais parfois ils n'ont même pas le contrat de leur prestataire ou de leur fournisseur. Donc le fait de pouvoir dire, bah écoutez, justement à l'occasion de la facture électronique, on remet un peu les choses à plat, on regarde cette contractualisation, on regarde ces éléments-là, c'est un élément qui est important. L'autre remarque, c'est que la négociation, alors là j'insiste, c'est pas le but du jour, mais quand tu disais tout à l'heure quelles sont les compétences, il y a une déficience aujourd'hui en France, dans le monde de la TPE, de capacité de négociation. Ce que je veux dire, c'est que souvent les gens ne savent pas négocier. Or, la négociation, ça s'apprend avec des séminaires, avec des choses très, très, très précises. Et donc, du coup, finalement, le cabinet peut aider à négocier en étant une tierce partie, éventuellement, parfois, pour des fournisseurs, en transférant. Par contre, il faut évidemment là du coup que les collaborateurs soient habitués à faire un peu de la négociation. Donc, on peut avoir un collaborateur qui est un peu plus formé. Moi, je donne souvent cet exemple-là, mais il y a ce qu'on appelle dans le monde de la négociation, ce qu'on appelle des arguments de négociation à utiliser. Si vous allez chez des acheteurs chez Leclerc, ils vont utiliser 99 ou 120 arguments pour un produit ou un service. Souvent, un acheteur classique de TPE, il a 3-4 arguments pour négocier. Donc, il y a tout un travail de préparation d'une négociation. Et donc, tout ça, ça rentre dans un processus achat fournisseur sur lequel le cabinet peut vraiment aider, quoi. D'où l'importance, encore une fois, d'identifier les compétences au sein du cabinet. C'était dans les tout premiers ateliers, mais si on a un collaborateur, on détecte qu'il a des compétences particulières en termes de relations, de négociation, ça peut être une piste pour le. Exactement, exactement. Il y a une question là sur ce que tu viens de dire. Lors de vos missions d'assistance, vous adaptez-vous aux outils amenés par vos clients ou essayez-vous de leur imposer un panel de produits du marché, logiciel de facturation, PDP, et qui, au sein du cabinet, assure le suivi des applications, des opérateurs existants et des prestataires informatiques? Alors bon, ça c'est entre guillemets une question qui est récurrente en effet souvent. J'allais dire, finalement, ça dépend de la segmentation de votre portefeuille. C'est-à-dire que plus on est sur un monde de PME, ETI, plus c'est difficile d'imposer un outil. Alors on va avoir une fenêtre de tir parce que les PDP vont permettre en effet dans les mois qui viennent de revoir les process, comme on le dit, et peut-être que le cabinet va pouvoir du coup proposer à une belle ETI ou une belle PME une plateforme que lui-même il utilise. Bon, donc c'est vrai, cela dit, le plus souvent dans le monde PME, ETI, on est plutôt en adaptation de ce qui existe déjà. Et donc, du coup, de réflexion sur l'outil et la prise de connaissance qui existe. Après, par contre, sur le monde de la TPE, là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, je considère vraiment sur le monde de la TPE, aujourd'hui, ils ne sont pas équipés. Donc, je veux dire, l'intérêt, c'est. Alors, à partir du moment où ils ne sont pas équipés, je refais le parallèle que j'avais fait dans la première, je crois, dans le premier atelier sur la facture électronique. Soit je pars du principe que mon client a une très grande liberté et qu'il s'équipe. Et dit autrement, je vous rappelle, je n'ai pas varié, moi, dans mes statistiques, entre 40 et 65 PDP à court terme. Et donc, si on est entre 40 et 65 PDP et qu'on a 100 clients et qu'on n'a pas de bol, on peut se retrouver avec 60 outils, 60 PDP différentes, 60 modes de récupération d'API qui ne vont pas être simples, etc. Donc là, c'est galère. Donc là, la règle, pour moi, c'est plutôt là encore une règle des, alors peut-être pas fin 80, peut-être 70-30, mais de dire du coup, pour 70% de mes clients qui vont avoir des besoins assez communs, assez classiques dans je dirais, l'utilisation d'une plateforme, je vais leur proposer un ou deux outils que j'aurai référencés et dont je sais parfaitement qu'ils fonctionnent bien avec mes outils, etc. Alors on me dit toujours, oui, mais après, quand il va y avoir de la circulation client, il y aura des clients qui arriveront avec d'autres outils. Oui, certes, j'ai toujours la même réponse, c'est-à-dire qu'en gros, ça ne m'empêchera pas de proposer ma solution. Si le client est prêt à changer, l'interopérabilité des plateformes fera qu'il pourra changer. Et puis, j'allais dire, si finalement le client veut vraiment garder sa solution et que moi, je ne la connais pas, ou moins, il y aura peut-être un deal, entre guillemets, dans le mode de facturation pour dire, OK, je m'adapte à ton outil. Donc, si je m'adapte à ton outil, il y a de la prise de connaissance, et du coup, je te facture un peu plus que si tu t'adaptes, toi, à mon outil. C'est un petit peu comme ça qu'on voit la chose. Il y avait deux questions ou une seule question? C'était la même. Donc du coup, très clairement, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça qu'on vous a remis un processus à achat, ce qu'il faut comprendre quand même,
c'est que ce diagnostic de la fonction achat, à un moment donné, il va sortir à quelque chose de très simple. C'est que les entreprises françaises ne sont pas digitalisées. Donc, il faut les aider en digitalisation. Je vous rappelle, hein, index européen, 19e pays sur 26 en matière de digitalisation des process pour les entreprises. Donc, il y a un vrai besoin de digitalisation des process. Donc, partant de là, quand je fais mon diagnostic de la fonction achat, bah, assez naturellement et assez de manière évidente, je vais être amené à proposer des outils de plateforme qui vont m'aider finalement à rendre le processus achat fournisseur clair en termes de workflow. Donc là, on vous a remis un workflow qui sort justement d'une plateforme qui est, je dirais, assez classique. Mais en gros, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, quand on va implanter une plateforme de dématérialisation fournisseur, puisqu'en gros, c'est ça. Alors là aussi, pour nous, c'est nouveau parce que dans le monde de la TPE, bah, je veux dire, on n'a pas trop ça jusqu'à présent, mais il faut se rendre compte quand même que dans le monde de la grande entreprise, ils ont ça quand même depuis maintenant pas mal d'années. Ils ont des outils de plateforme, je dirais, assez costauds évidemment là-dessus. Bah, là, du coup, généralement, il y a quelques étapes qui sont là aussi assez majeures. Donc souvent, une étape déjà de paramétrage. Donc, alors, évidemment, il y a l'étape 0 qui est dédiée au choix de la plateforme ou de la proposition de plateforme qu'on a choisie au niveau du cabinet. Mais après, souvent, une étape de paramétrage de la plateforme pour qu'elle soit, je dirais, adaptée évidemment aux besoins du client et de l'entreprise. Après, une étape souvent de paramétrage des rôles. Et là aussi, c'est hyper important. Alors, pourquoi c'est hyper important d'avoir du paramétrage de rôle demain dans les plateformes de processus achat fournisseur? Bon, je vais faire une petite prédiction. On verra si elle est vraie dans 3 ans. On en a une par atelier. Voilà. Pour l'instant, ils sont La facture plutôt justes. électronique va entraîner des problèmes de fraude et de problèmes de cybersécurité, donc en lien, fraude plus cybersécurité, de manière assez forte. Dans tous les pays où en fait on a eu de la facture électronique qui s'est mise en place, on a une campagne généralement de 25 à 36 mois où généralement on a en effet des fraudes qui sont avérées, des fraudes qui sont, je dirais, renforcées, etc. Ça a commencé. Si vous vous baladez sur le dark web, vous allez voir que déjà, il y a déjà des hackers qui récupèrent des listes d'entreprises, qui récupèrent des numéros donc, du coup de SIRET, qui récupèrent des modèles de factures. Et d'ailleurs, il faut être hyper vigilant. Enfin, c'est l'occasion pour moi de rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'en ce moment, il faut être hyper vigilant par la circulation des factures par mail ou autre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un potentiel fraudeur demain, ce qui vous intéresse, c'est récupérer ces formats-là pour pouvoir demain justement donner, entre guillemets, une crédibilité à vos actions. Donc, il va y avoir, entre guillemets, des risques de fraude qui vont être importants. Et d'une certaine manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va changer aussi avec la facture électronique, c'est qu'avant, la facture papier, elle était dans peut-être la bannette du chef d'entreprise, sur son bureau ou à son secrétariat. Là, demain, elle va être d'une certaine manière dans le cloud. C'est-à-dire, en gros, elle va flotter quelque part dans un espace numérique. Et donc, du coup, on a un besoin très, très fort de bien définir les rôles de qui a le droit de valider cette facture, qui aura le droit de la payer, qui éventuellement aura le droit de la rejeter, qui aura le droit également de l'enregistrer. Et donc ça, c'est du paramétrage de rôle qui vont être nécessaires. Prenez un exemple tout bête, dans le PPF, il est prévu du coup que, par exemple, on peut adresser dans le portail public, on va pouvoir adresser des services de réception. C'est-à-dire, en gros, vous êtes une entreprise, vous voulez que ce soit le service achat qui reçoive les factures, vous pouvez créer un rôle de réception. Mais enfin, il va falloir bien cadrer avec le client. Est-ce qu'on a besoin de ces rôles-là? Qui les a? Comment on les contrôle? Et d'une certaine manière, comment on s'assure quand le collaborateur de l'entreprise ou le collaborateur du cabinet d'ailleurs n'est plus là, qu'on a bien supprimé les rôles et qu'on a bien, je dirais, mis à jour les fonctions. Donc ça, c'est toute la partie paramétrage des rôles, paramétrage de la répartition de qui fait quoi dans le projet, qui a le droit de valider quoi à quel moment. Ce que tu as dit aussi, c'est très important. C'est-à-dire ça, c'est valable que ça soit géré par le cabinet ou que ce soit une prestation de conseil à l'entreprise. Dans Bien les sûr. deux cas, la problématique se pose. Bien sûr. Moi, je donne en ce moment souvent, enfin, par exemple, pour des cabinets qui ont des clients qui ont des belles entreprises, je dis alors là, du coup, vous avez un vrai rôle de contrôle interne qui va s'ouvrir là dans les mois qui viennent. Parce qu'en effet, quand on va mettre une plateforme de paiement et une plateforme de gestion fournisseur sur votre site, bah, il faut quand même être sûr que derrière, si le collaborateur part dans l'entreprise, bah, qui lui retire ses droits, qui lui modifie éventuellement ses droits d'accès. Et donc là, enfin, on va avoir vraiment une gestion. Alors, vous savez que l'un des grands sujets qui va arriver assez rapidement, c'est ce qu'on appelle la gestion de l'identité numérique. Et donc, on va être obligé vraiment d'avoir des identités numériques fortes
parce que sinon, ça va être très vite le boxon. Donc, c'est vrai que ça, c'est un vrai rôle de conseil, parce que moi, si je suis expert comptable, je peux aider vraiment mon client à dire, bon, bah voilà, tu as peut-être des factures qui, aujourd'hui, quand je regarde ton FEC, ces factures-là, elles sont récurrentes, elles sont pas chères, elles sont pas très risquées. À la limite, tu peux les faire payer par telle personne. Puis bah, celle-là, c'est la facture qu'il faut, entre guillemets, contrôler chaque année, parce qu'en effet, les conditions contractuelles sont peut-être pas terribles, etc. Et là, du coup, bah, je veux que ce soit une validation par une autre personne. Donc, tout ce travail de workflow, il est hyper important. Donc, en gros, bah, on a en effet dans le cheminement le workflow, le paramétrage des rôles. Ensuite, la création d'un workflow avec généralement ce qu'on va chercher sur une plateforme de gestion des achats fournisseurs, bah, c'est ces fameux rôles de réception, de validation et derrière de mise en paiement. Et donc, c'est évidemment ça. Et puis, derrière, généralement, les rôles d'archivage qui vont archiver la pièce. Donc, on voit que là, il y a quand même un vrai travail qui est entre le contrôle interne et l'assistance administrative, mais qui est pas neutre, hein, donc sur lequel du coup j'ai cette vraie mission de diagnostic que je peux faire avec mon client. C'est ce que tu disais au début, c'est pas quelque chose qui se fait, enfin qu'on peut faire sur un coin de table à la rigueur si on le fait trop rapidement, mais pour le coup, si on s'y intéresse, il y a une vraie valeur ajoutée, une vraie mission vendable. Ouais, vous savez que la remarque habituelle, c'est de dire que en fait, l'autre jour, j'animais une conférence et j'avais avec moi un spécialiste des forces spéciales, donc de l'armée. Et c'était une conférence pour des cabinets. Et j'ai regardé, enfin, j'ai écouté son propos et je me dis en fait, c'est complètement valable pour nous. Il dit, vous savez, en gros, nous, 90% de l'action, c'est de la préparation. Et 10%, c'est en fait l'action qu'on a répétée et qu'on a faite. J'allais presque dire, c'est un peu la même chose pour nous. Si on fait ça dans l'urgence, qu'on implante une PDP dans l'urgence, qu'on réfléchit pas au rôle, qu'on dit au client, bah voilà, maintenant tu reçois tes factures là-dessus, etc. Ce qui est quand même un peu trop souvent le cas. C'est-à-dire que souvent, c'est ce qu'on fait. Je veux dire, on présente l'outil et puis on dit, allez hop, c'est parti. Le client va peut-être s'en servir et ça, c'est plutôt bien. Par contre, on va avoir ensuite, nous, beaucoup de problèmes derrière de suivi, de gestion, de coordination. Donc là, le but vraiment de cette mission assistance au processus achat fournisseur, c'est de faire finalement bien comprendre aux clients qu'en gros, vaut peut-être mieux passer 90% du temps ou 80% du temps à bien préparer le cadre, à bien choisir entre guillemets l'outil qu'on va utiliser pour ça, à bien positionner toutes les fonctions et ensuite, finalement, ça sera de l'exécution plutôt que d'être dans la réaction et d'avoir entre guillemets des factures qui arrivent. Et donc ça, pour être clair, oui, ça répond un peu à la question que tu disais tout à l'heure. Juillet 2024, réception de facture. Donc si je veux être quand même dans le timing, il ne faudra pas que je tarde trop entre fin 2023 et début 2024 pour me dire, voilà, je fais mon choix et je commence à paramétrer, quoi. Mais s'il y a une fenêtre en fait qui va se refermer, parce qu'une fois qu'il aura choisi sa PDP, voilà, sa plateforme, ça sera progressivement. Alors, de ce qu'on pense quand même, c'est que ça va pas être non plus, tout le monde va pas choisir sa PDP le 1er juillet. Enfin, il y aura, et puis c'est interopérable, donc on peut changer. Mais je dirais la fenêtre de tir probable entre janvier 2024 et juin 2025, c'est quand même une fenêtre de tir où après les process seront mis en place, quoi. Et donc les entreprises normalement, elles auront, je dirais, traité un peu le sujet, quoi. Et petite remarque, vaut mieux là encore qu'on soit à la manœuvre plutôt que ce soit un opérateur financier, bancaire. Parce qu'on pourrait imaginer que la plateforme de récupération de ces flux achats soit mise en place par une banque, et il y en a qui vont être positionnés sur le marché. C'est vrai que on voit bien que là, on a encore une maîtrise si c'est nous qui sommes à la manœuvre. Sinon, on aura évidemment moins de maîtrise derrière. Ce qui m'amène à une autre question qui a été posée sur les outils. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre ou pas, mais qui demandait quelles sont les solutions que vous recommandez ou quelles sont les solutions sur le marché. Il y en a plein. Il y en a dans la salle, il y en a plein. Non, mais je veux dire, pour être clair, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont en train d'arriver. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté avant de démarrer. C'est vrai que il y a beaucoup d'acteurs qui se disent qu'ils vont être PDP, donc comme je vous dis, il y avait la journée de la facture électronique il y a 8 jours. Donc on voit bien qu'il y a presque plus d'acteurs que parfois d'experts comptables dans ce genre d'événement. Donc c'est un peu dommage parce que je veux dire, c'est quand même nous qui allons être les premiers concernés. Mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs. Bon, pour en citer quelques-uns, et je dirais qu'il y en a plein, il y a Regat, il y a Libéo, il y a des opérateurs en effet de démat qui sont en train d'arriver. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que un des critères pour moi qui va faire partie des benchmarks, des choix de solutions, c'est qu'on est en train de voir qu'il y a vraiment deux mondes, on va dire. Il y a le monde de ceux qui, justement, sont des processus achats fournisseurs, grandes entreprises, et qui, du coup, avaient des plateformes plutôt EDI, plutôt grands groupes industriels, etc., qui, du coup, se disent, finalement, nous, on était prêts pour la facture électronique pour ces grands groupes, etc., on l'en faisait déjà. Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses pour les entreprises TPE ?
Là, moi, quand je travaille avec ces opérateurs-là dans les benchmarks, quand je regarde un peu leurs offres, souvent, ce que je vois, c'est que on ne s'improvise pas de la TPE par rapport aux grands groupes. C'est-à-dire que quand on s'est occupé d'un grand groupe, je dirais, et qu'on a fait une plateforme de dématérialisation achat fournisseur facture électronique du grand groupe, c'est pas si évident que ça d'adapter son outil à une culture TPE où il n'y a pas 50 000 workflows de validation, où le chef d'entreprise, souvent, c'est quand même assez réactif, etc. Et donc, assez, je dirais naturellement, on a d'autres opérateurs qui sont peut-être plus positionnés, du coup, TPE, PME, qui sont, je dirais, présents aujourd'hui sur le marché et qui commencent à arriver. Bon, généralement, ces opérateurs-là, ils disent tous, en effet, qu'ils vont être PDP. En tout cas, ils sont en train d'essayer d'être PDP parce que pour eux, c'est quand même important. On va y revenir. En fait, la question derrière, c'est souvent, comme je vous disais, dans la fluidité de ces opérations-là et notamment la gestion des statuts. Donc, c'est vrai que l'intérêt pour eux, souvent, d'être PDP, c'est de pouvoir être sûr qu'ils vont bien gérer les statuts par rapport à ce qu'on appelle des OD qui, eux, peuvent avoir plus de mal à gérer les statuts. Donc, voilà un peu l'idée. Ok, on a fait le Et tour. l'autre peut-être remarque qu'on peut dire sur ça par rapport à ces outils-là, c'est que c'est vrai que l'intérêt parfois qu'ils soient PDP, en tout cas moi c'est souvent comme ça que je présente ça à des cabinets et des clients, c'est que la PDP, on a un cahier des charges très précis. Donc pour être PDP, il faudra faire ça. Il n'y a pas photo. Moi, ce que j'ai un peu peur parfois pour les OD, c'est que les gens qui disent on va gérer avec le statut OD, etc., c'est que je connais un peu les développeurs informatiques et entre le début où ils vous promettent un truc et le livrable, il y a parfois un très gros écart. Or, pour être PDP, il faudra remplir le cahier des charges très précis et donc avoir passé les audits. Alors que pour être OD, on peut prendre du temps, promettre des choses et pas les avoir. Et donc, du coup, c'est là que pour moi, il y a un petit peu une petite différence. Mais là, je redis ce que j'avais dit aussi la dernière fois. Faut pas s'emballer par rapport à ça, entre guillemets, en termes de choix forcément d'outils. La période septembre, octobre, novembre, décembre sera une période de choix d'outils probable. La période actuelle, c'est plutôt une période de construction, de réflexion sur ces missions-là. En gros, c'est ça l'idée. Très bien. On peut passer à la suite, là, au niveau questions, ouais. on est bon. Donc, deuxième typologie du coup de mission. Alors, si je résume, on a vu mission diagnostic achat, fournisseur, donc vrai job et vrai storytelling à mettre en place. Deuxième typologie de mission, alors là, c'est entre guillemets celle que nous ont donnée donc la loi PAT de mai 2019, c'est les missions de mandat de paiement. Donc là, du coup, l'objectif, c'est de réaliser du paiement. Et donc de dire à son client, je te décharge d'un travail qui est finalement assez chronophage, d'un travail qui est nécessaire en termes de rigueur, et puis d'un travail qui finalement est souvent pas optimisé. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on analyse aujourd'hui les pratiques du monde de la TPE, c'est un petit peu comme ce que je disais la dernière fois sur les factures. Parfois, le chef d'entreprise dans le monde de la TPE, il fait ses factures le week-end, il fait ses factures le soir. Moi, j'avais un client il y a quelques années qui me disait il fait ses factures entre 3h et 5h du matin. Donc, je veux dire, c'était assez marrant parce qu'on voyait qu'il les envoyait au cabinet entre 3h et 5h du matin. Bon, alors déjà, ça, c'est quand même de moins en moins la norme. Hein. Les gens sont quand même un peu moins dans cette logique-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faire des paiements, c'est chronophage. Et du coup, quand on les fait entre guillemets à l'arrache et quand on les fait un petit peu, je dirais, quand on peut, on gère mal sa trésor. En fait, on optimise mal sa trésor. Donc finalement, cette fameuse mission de paiement des dettes, elle a un objectif. C'est là aussi de pouvoir proposer toute une méthodologie qui me permette en fait de bien renseigner les choses et de gérer au mieux ma trésor. Donc dans la mission de paiement, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, du côté de l'institution, donc du côté du Conseil national de l'ordre, il y a eu un guide qui a été fait, un guide sur la mission de mandat de paiement, et je vous conseille de revoir. Et en fait, dans les travaux qui avaient été faits par la commission des normes sur la mission de mandat de paiement auquel on avait participé, on avait listé en fait 6 grandes thématiques qui sont 6 temps en fait principaux qui doivent être respectés dans la mission de mandat de paiement. Que l'on soit d'ailleurs en numérique ou que l'on soit en version non numérique. Puisque quand en 2017-2018, ça a été travaillé, ça notamment par la commission des normes de l'ordre, c'est vrai que l'idée, c'était de dire on fait plutôt du paiement qui est papier, ou du paiement par chèque, ou du paiement par éventuellement éléments de choses. De ce point de vue-là, le guide, il est agnostique, en fait. Alors, il est agnostique. La seule chose, et je pense que ça serait pas mal de lui rajouter maintenant une couche techno, parce que quand on le relit, des fois, on se dit, il
il y a quand même des technos qui ont un petit peu évolué, mais il est agnostique sur la méthodologie. Ce que je veux dire, la méthodologie, elle est là et l'outil techno, il vient en support. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, alors, ce qu'il faut se rappeler quand même pour ceux qui ont raté un épisode, c'est que dans la loi sur le réseau consulaire, donc de 2010, on nous parlait d'un fonds de règlement des experts comptables qui devait servir normalement pour faire les paiements, etc., pour éviter le maniement des fonds. Ce fonds-là n'a jamais vu le jour, un petit peu à cause des amis avocats, mais donc il n'a jamais vu le jour. Et donc, dans le guide sur le mandat de paiement qui a été fait par l'institution, c'est avec l'idée, c'est qu'en fait, on déclenche des paiements. C'est-à-dire que le paiement ne transite pas par le cabinet d'expertise comptable. Donc là, je rassure tous ceux qui disent « je ne veux pas mettre la main dans le mandat de paiement parce que c'est l'argent en fait du cabinet et c'est un paiement que je ferai déléguer », ce qui était la version historique en 2010 hein, dans la réflexion. Là, on n'est pas du tout sur ça. On est bien sûr du déclenchement de paiement qui est fait à partir de comptes qui sont ceux de l'entreprise et qui sont non transitants par le cabinet comptable. Ce qui est quand même un gros avantage parce que ça évite en effet les risques de fraude liés éventuellement là aussi du personnel dans le cabinet qui frauderait avec des éléments. Là-dessus, il y a des conseils dans le guide sur la séparation des tâches entre Exactement. Comptabilisation, Ouais. paiement. Mais qui restent valables d'ailleurs et qui du coup en version numérique vont être valables. Alors si on regarde les 6 temps principaux, le premier temps, c'est la réception et le tri des factures par échéance. Bon, ça c'est vraiment le premier temps normalement de cette démarche. Alors là, la réflexion quand même, c'est que typiquement à l'heure de la facture électronique, fastoche. C'est-à-dire qu'il va falloir que je dise à mon fournisseur, voilà, je veux recevoir mes factures sur telle plateforme, ou alors il ira interroger l'annuaire national sur, je dirais, le PPF ou par son logiciel, il ira interroger directement. Et du coup, cette réception de facture va arriver dans notre plateforme. Donc ça, je dirais, la réception des factures, ça va être assez facile. Et ça va être, du coup, la première étape, entre guillemets, de réception. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce même temps, généralement, on disait dans la méthodologie qu'il y avait du coup un tri des factures par échéance. Là aussi, la technologie va nous aider. L'intérêt d'une PDP, c'est assez vite de proposer des échéances. Si vous prenez jefacture.com aujourd'hui comme PDP, vous avez, quand vous ouvrez votre page d'accueil sur jefacture.com, vous avez les échéances des factures fournisseurs que vous avez reçues. C'est assez intéressant parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on peut être dans des missions de copartage. C'est-à-dire que mon client peut se retrouver, lui, entre guillemets, à suivre un peu les factures fournisseurs qu'il a reçues. Et moi, cabinet, par le biais de la connexion que j'ai sur la plateforme, je vois aussi les échéances de ces factures qu'il va avoir à payer. Donc ça, c'est quand même très, très nouveau parce que c'est ce que j'appelle, moi, des documents chauds. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment des documents froids. Soit le client avait le document, soit le cabinet avait le document. Là, on est dans une logique de copartage et on peut regarder ensemble le même document. Le temps 2 de la méthodologie normalement de mandat de paiement, c'est la préparation du bon à payer. Et donc là, du coup, l'idée dans la méthodologie qui avait été proposée par le Conseil national il y a quelques années, c'était de dire, en fait, on demande à notre client de mettre un bon à payer. Et donc, à partir du moment où il met un bon à payer, ensuite, on va pouvoir faire le règlement. Ça reste valable aussi avec les plateformes de workflow. Donc, les plateformes de workflow de paiement, alors là, il va y avoir pour moi deux approches. Il y a la plateforme de workflow de paiement qui va à chaque fois demander un bon à payer. En gros, vous avez des opérateurs aujourd'hui qui demandent dans leur plateforme à chaque fois la validation du bon à payer. Donc, en gros, moi, cabinet, je propose la plateforme, je mets en place la plateforme, le client reçoit ses factures, elles sont triées par échéance et je donne un login pour que mon client me mette un bon à payer sur la facture. Bon, il y a aussi une version, alors qui est peut-être un petit peu moins, entre guillemets, qui est un petit peu moins peut-être dans la ligne de ce qui avait été écrit dans le guide, mais c'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui plaident pour qu'on revoie un petit peu le guide. C'est que très clairement, on peut imaginer, c'est comme ça quand même qu'on le voit faire nous dans des structures, qu'avec le client, on valide en début d'exercice une liste de clients avec un montant, enfin une liste de fournisseurs avec un montant en fait maximum à payer d'opérations. Et que si on est sur des petits montants récurrents qui sont là tout le temps, qui sont pratiqués, je dirais, de manière systématique, qu'on ait, entre guillemets, le mandat de paiement pour ces montants-là. Alors, il faudra l'annexer au mandat de paiement, mais du coup, que ce soit plus souple que de nous demander à chaque fois la validation. Bon, là, je dirais, c'est un peu un choix d'entreprise et de cabinet. C'est vrai que le risque est quand même assez limité, donc à partir du moment où je le propose, c'est vrai que dans la doctrine institutionnelle, normalement, on demande le bon à payer à chaque fois. Soit la plateforme de workflow est très bonne et je dirais, elle permet de demander, mais à chaque fois, du coup,
client l'entreprise va avoir un bon à payer, ou sinon, en effet, j'essaye de rationaliser un peu mon process. Entendons-nous bien, là aussi, moi, je fais partie de ceux qui disent, on prend sur 3 ans les faits, qu'on regarde les factures fournisseurs qui ont été payées, on va sortir en effet les 15 ou 20% de factures sur lesquelles il y a absolument un besoin hyper fort de contrôle, sur lequel on demandera absolument le contrôle, et puis il y aura peut-être 80% des petites factures sur lesquelles on aura moins de difficultés, et sur lesquelles d'ailleurs avec le chef d'entreprise on peut travailler sur un budget, c'est-à-dire qu'en gros le client dit ouais, moi quand ça reste dans ce budget-là, etc. Bon, généralement, le temps 3, c'était la préparation de l'échéancier. Donc ça, de manière électronique, ça va assez bien. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on va être encore sur du déclenchement de paiement manuel, entre guillemets, où on déclenche une opération de paiement. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que dans les modèles extend de facture électronique, donc de facture X, on va pouvoir automatiser à terme les paiements. Donc, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que dans les années qui viennent, il est probable qu'on ait des paiements automatiques, en fait, qui soient faits directement avec des virements automatisés. Là, au début de la mise en place de la facture électronique, on va vous demander généralement de valider le paiement. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, le paiement sera réalisé de manière automatique, probablement dans quelques années. Et puis, du coup, une fois qu'on a validé l'échéancier, en effet, il y a la réalisation du paiement. Donc là, généralement, c'est sur la plateforme qu'on valide le paiement. Alors, c'est là qu'il va y avoir une vraie différence. Entre guillemets, c'est là que pour moi, il va y avoir une différence entre PDP et PPF. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le PPF, il n'y a pas de paiement à ce stade-là. C'est-à-dire sur le portail public, vous avez un dépôt de facture, vous avez une gestion de statut, vous avez entre guillemets une sauvegarde de la pièce, mais il n'y a pas de déclenchement d'opération de paiement. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la réflexion sur les modèles hybrides et donc sur le choix d'architecture qui a été choisi par le gouvernement pour la réforme de la facture électronique. Les PDP sont des plateformes de dématérialisation partenaires qui font du service en plus. Et parmi ces services-là, eh bien, elles vont proposer, pour certaines, pas toutes d'ailleurs, mais certaines, elles vont proposer un service de paiement qui vont donc, alors ça peut être fait à travers du coup des cartes bancaires qui sont liées éventuellement au compte. Ça peut être fait à partir de paiements, je dirais, assez classiques, IBAN, etc. Mais c'est des offres de services à valeur ajoutée qui apparaissent. C'est vrai que c'est là qu'il y a quand même une vraie différence, quoi. Parce que du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que généralement à ce moment-là, vous avez un petit entre guillemets un petit montant qui est prélevé au moment du paiement et qui du coup permet de faire transiter l'argent de compte à compte. Une fois de plus, ça montre tout l'intérêt de bien réfléchir à ça et à pas laisser ses clients aller tout seuls sur le portail public de facturation, parce que là, on n'a plus la possibilité de proposer tous ces types d'émissions où ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faudra que je reparte entre guillemets ensuite à la charge pour expliquer la différence. Donc c'est vrai que si vous me dites je veux pas faire de mission de mandat de paiement, je vais vous dire c'est pas très grave que vous ayez sur le PPF. Si par contre vous dites moi ma stratégie demain c'est de bénéficier vraiment de toutes ces opportunités et par exemple de mettre en place des missions de mandat de paiement, on va vous dire dans ce cas-là prenez un prestataire qui intègre du paiement parce que ça va vous permettre d'automatiser la chose, quoi. Dernière étape, une fois que le paiement est fait, dans les bonnes pratiques professionnelles donc de l'ordre, c'est vrai que l'idée normalement c'est qu'on ait un établissement d'un compte rendu périodique, donc c'est-à-dire en gros un compte rendu de réalisation d'opérations. Bon là, de manière assez simple, c'est vrai que là aussi quand on est sur des PDP qui font ça, généralement on a le listing des opérations de paiement qui ont été réalisées et qui donc du coup sont largement proposées à celui qui a mandaté la mission. Je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, mais là, on décrit un monde dans lequel toutes les factures sont dématérialisées, mais à court terme, on va quand même continuer à recevoir des factures papier. Donc, comment j'intègre ça dans ma mission mandat de paiement? Je vais avoir deux choix. Soit je fais coexister et tout le diagnostic de ma fonction achat, soit je fais diagnostiquer et coexister deux circuits, un circuit papier et un circuit digital. Soit je suis dans une logique de digitalisation massive de mes factures papier, et j'allais dire, même les factures papier que je reçois, je les passe sur ma plateforme, et c'est ma plateforme. Généralement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour les opérateurs de plateforme, de gestion de factures fournisseurs et achats, la facture électronique, c'est aussi une opportunité, mais elles existaient avant. C'est-à-dire que, si vous voulez, généralement, elles sont parties du principe de dire, voilà, on va digitaliser les achats et les process, mais en fait, elles existaient avant. Alors, souvent, maintenant, elles rajoutent en effet la couche PDP, etc. Mais elles étaient déjà avec des OCR, elles étaient déjà souvent avec de la récupération de factures papier. Donc, du coup, c'est le complément qui va bien. Donc là, je renvoie aux deux premiers ateliers sur l'importance de la digitalisation. Le fait de digitaliser les process, ça permet tout de suite de rentrer dans ce type de mission plus facilement. Après, pour aller peut-être un poil plus loin dans ta question, c'est vrai que le fait de dire
je vais faire coexister longtemps un processus papier avec un processus digital, je redis ce que moi j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas mieux pour, entre guillemets, se prendre les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vaut peut-être mieux là encore que je passe un peu de temps à préparer mon client en lui disant justement cette fameuse mission de diagnostic. Alors, c'est pour ça que c'est important ce que tu dis, parce que, en fait, la fameuse mission de diagnostic achat, si je ne la fais pas, bah, je risque finalement de rentrer sur la mission de mandat de paiement avec la PDP pour les factures qui sont digitalisées en facture électronique. Si je fais la vraie mission de diagnostic de la fonction achat, je vais peut-être arriver à convaincre mon client que de toute manière, maintenant, bah, il faut passer à un monde de digitalisation de mon process de facturation, qu'il soit facture électronique ou qu'il soit facture, entre guillemets, papier, numérisé et OCRisé. Donc voilà un peu l'approche. Très bien. On peut passer à la partie suivante, c'est qui est la mise en place pratique de ces missions. Alors, ouais, donc la mise en place pratique. Donc là, je vous ai donc illustré les deux grandes thématiques. Donc, bah, très clairement, si on regarde la mise en place, bon, il y a un premier travail qui est le design de l'offre de service. Alors, le design de l'offre de service, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il faut quand même que je choisisse en effet un outil de plateforme de digitalisation de mes achats de mes fournisseurs ou deux si je suis dans cette logique-là. Et puis, quelle est la mission que je veux faire? Est-ce que je fais les deux? Est-ce que j'en fais qu'une, etc. Donc ça, c'est déjà le design de l'offre de service. Je redis ce que je dis régulièrement. Vous n'avez pas forcément besoin de l'outil tout de suite à ce moment-là. Alors déjà, les outils de plateforme de digitalisation, il y en a quand même pas mal qui sont sur le marché déjà, même si elles ne font pas la partie PDP. Donc, je veux dire, en gros, la partie PDP, souvent, il ne faut pas se bloquer là-dessus parce que souvent, ça va être une fonctionnalité nouvelle de ces plateformes qui a vocation à capter du marché. Mais je veux dire, en elle-même, la plateforme, elle va rester, je dirais, assez classique quoi, dans sa construction. Donc ça, c'est la première idée. Donc ça, c'est le design de l'offre de service. Évidemment, ça veut dire que ça, c'est quelque chose que je dois faire le plus rapidement possible. Donc, on redit ce qu'on s'était dit, en effet, juillet, juin de cette année, jusque probablement en novembre, décembre. C'est le moment où j'ai intérêt de réfléchir à c'est quoi mes offres de service post-facture électronique, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et donc, il faut que j'y pense, évidemment, dans mon cabinet. Ensuite, la deuxième étape, c'est la lettre de mission. Alors, la lettre de mission, elle est indispensable. Alors, il y a deux typologies de lettres de mission. Dans les ateliers de la transformation numérique, là, vous retrouverez sur le site en fait un exemple de lettre de mission qu'on propose pour le diagnostic de la fonction achat fournisseur. Donc, on a fait un modèle de lettre de mission qui explique en fait au client un peu voilà les grandes étapes. On va vous aider à faire ce diagnostic. Donc ça peut vous servir. Évidemment, c'est un exemple, donc à personnaliser. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la mission de mandat de paiement, alors là, on est un peu particulier parce que du coup, comme le nom l'indique, on va avoir un mandat. Donc dans la lettre de mission, généralement, je précise que je vais avoir également un mandat. Donc je vais faire cette mission de paiement et que je vais avoir un mandat. Et là aussi, sur le site des ateliers de la transformation, vous retrouverez le mandat de paiement qui va bien et qui vous aide normalement à lister un peu les choses et à préparer ce mandat de paiement. On ne fait pas cette mission de mandat de paiement sans avoir un mandat. Alors pourquoi? Parce que sinon, on serait dans l'émission, dans la gestion de l'entreprise et donc il y aurait un vrai risque, je dirais, pour le cabinet. Alors que quand on a un mandat de paiement, je dirais, on a circonscrit notre responsabilité, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, il faut se rappeler que pour ceux qui sont dans le contrat groupe de l'ordre, du coup, ça fait partie des missions qui sont assurables à partir du moment où on est dans le contrat groupe. Par contre, j'insiste, pour ceux qui ne sont pas dans le contrat groupe de l'ordre, au niveau d'assurance, si vous avez négocié une assurance spécifique, il faut quand même vérifier que vous avez bien parlé à votre assureur de ce type de mission et que du coup, vous lui demandez éventuellement une extension de mission si nécessaire par rapport à ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai donc la signature d'un mandat spécial. Et alors, ce qui avait été prévu dans le guide, notamment sur la bonne pratique en matière de mandat de paiement, c'était de dire, du coup, on demande à la banque, quand on fait un paiement hors plateforme, en fait, on demandait à la banque du client d'avoir des codes bancaires spécifiques. Et donc, l'idée, normalement, c'est que le cabinet était tracé dans les paiements qui réalisés par des codes bancaires spécifiques qui avaient été demandés. La réalité, quand même, c'est qu'à l'heure des plateformes de digitalisation, en fait, ça va être la logique du login et du mot de passe, et donc des droits que vous avez par rapport à la plateforme. Et donc, en fait, on va plutôt être dans cette logique de login, mot de passe et de droits sur la plateforme. Ça peut répondre à une inquiétude qu'il y a souvent, qui est de dire, mais mes collaborateurs vont jouer avec l'argent de mon client. On peut les rassurer là-dessus en disant, ça sera tracé avec leur voilà. Alors, attention. Si on le fait bien. Si on le fait avec la plateforme. Voilà, si on le fait en ayant bien paramétré les tâches, si on le fait en ayant fait aussi de l'éducation aux équipes, en précisant bien les choses, et surtout si on le fait en ayant aussi un
une vraie logique de suivi de nos collaborateurs. C'est comme je disais, entrée-sortie. Moi, je suis assez frappé aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de cabinets. Alors, ça n'a rien à voir avec le mandat de paiement, mais les codes d'accès à impôts.gouv, des fois, le collaborateur, il s'en va, personne ne va changer les codes d'accès à impôts.gouv. Et donc, finalement, le collaborateur, s'il a gardé sa liste de codes impôts.gouv, il peut revenir sur les dossiers des clients. Donc, il y a une vraie gestion de la, comme je disais, de l'identité numérique à mettre en place, et ça, c'est quand même hyper important. Donc ça, je réalise cette mission, et donc du coup, j'ai ma plateforme qui va me donner des codes et donc qui va déclencher le paiement. C'est quand même assez intéressant. Alors évidemment, l'un des problèmes qu'on peut rencontrer parfois, c'est que selon les opérateurs bancaires, il y a, vous savez, ce qu'on appelle la DSP2 qui permet normalement de faciliter les initiatives de paiement. Et parfois, il y a des opérateurs bancaires qui s'amusent un peu à bloquer ça et à rendre ça pas du tout confortable, notamment parce qu'ils essayent de retenir un peu le mouvement tant qu'ils sont quand même sur cette logique-là. Mais là aussi, d'où l'importance dans le benchmark de sa plateforme de choisir quelque chose qui est fluide par rapport à ça. Et puis enfin, il y a la restitution de la mission. Ça, c'est la dernière partie. C'est-à-dire, en gros, d'être capable, soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement, de dire à notre client, voilà, pour ton compte, on a réalisé tant de paiements, on a validé tant de factures et on a du coup traité le mode de facturation qui va bien par rapport à ça. Donc voilà un petit peu les règles de mise en place pratique. Bon, évidemment, comme on est dans un atelier d'1h30, on va assez vite. Après, sachez qu'au niveau du CFPC, de la SOREF, enfin de Supplé Expertise, il y a des formations qui existent sur ces sujets-là. Donc il faut ensuite aller creuser, quoi. J'avais une question très précise, mais à laquelle on peut répondre rapidement, je pense, c'est le mandat est-il fait au nom de l'expert comptable personne physique ou au nom du cabinet personne morale? C'est comme tous les autres documents. Ouais, voilà, c'est comme tous les autres documents. Alors, la logique, normalement, c'est que le mandat était plutôt fait au nom. Alors, dans le document du mandat qui est proposé par le guide de l'ordre, on met l'expert comptable personne physique. Bon, après, j'allais dire, ça va dépendre des règles d'exercice de votre structure d'exercice professionnel. C'est-à-dire que la logique, c'est que c'est vrai que normalement, dans l'exemple qui a été donné par l'institution, on a le nom de l'expert comptable personne physique et on a même d'ailleurs le nom du client personne physique. Et comme moi, j'ai retravaillé sur le mandat pour des clients, c'est vrai que j'ai fait apparaître le nom de l'entreprise aussi parce que c'est bien aussi d'avoir le nom de l'entreprise et le nom du cabinet. Donc voilà, mais ça, c'est, je dirais, en effet, plutôt dans l'aspect contractuel qu'on le traite, quoi. Alors après, il y a quelques bonnes pratiques qu'on peut donner pour ce processus-là, pour cette mise en place. Bon, la première bonne pratique, c'est si on veut aller vers des missions de digitalisation des processus achats fournisseurs, moi, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de travailler sur des processus de workflow, donc de validation de workflow. Donc, en gros, c'est j'utilise une solution, une plateforme digitale qui propose des workflows. Donc ça fait c'est quand même important parce que ça veut dire que je vais devoir suivre, comme je disais, les statuts de mes factures et puis je vais devoir suivre en effet les tâches des uns et des autres. Donc l'intérêt, c'est de faire du workflow. Des fois, un workflow, c'est assez simple. L'autre jour, j'étais avec un opérateur PDP là, qui me montrait sa PDP. En gros, le fournisseur envoie sa facture, le client reçoit sa facture, il la valide, et puis après, en effet, le cabinet dit OK, bon à payer, et puis hop, c'est envoyé. Donc des fois, c'est un clic sur un smartphone, mais du coup, le workflow permet quand même de bien suivre un peu les choses. Bon, l'autre élément, c'est que évidemment, si je veux faire ce type de mission, pour que ce soit pertinent, il faut que je fasse un lien entre ma plateforme de digitalisation et ma plateforme de paiement. Ça, c'est important parce que, comme je disais, le but, c'est quand même de gagner du temps. Donc, il faut quand même que j'ai un outil de paiement dans ma plateforme de digitalisation. Alors ça, c'est assez marrant parce que on a un exemple à l'international qui est quand même super intéressant, qui est l'exemple de Bill.com, donc qui est la plateforme de digitalisation de factures faite par à l'origine initiée par l'institution américaine et puis qui ensuite est devenue, je dirais, une société purement privée. Mais quand Bill.com a été créé, il faisait de la digitalisation donc de factures et de workflow. Et puis il y a 2 ans maintenant, ils ont racheté un éditeur d'Ivy, un opérateur d'Ivy qui fait que du paiement. Pour plusieurs milliards de dollars. Et en fait, Divey, en tant qu'opérateur de paiement intégré à cette plateforme, propose même, alors là c'est très futuriste pour nous par rapport à la France, mais c'est pour donner un exemple, propose même de la compensation inter-entreprise. C'est-à-dire en gros, toi tu es expert comptable, moi je suis expert comptable, on a un fournisseur, un client qui sont réciproques et en fait finalement, les comptes de Divey vont faire qu'il n'y aura pas de transaction financière de paiement, mais qu'il va y avoir en fait une compensation entre les comptes. Bon, en France, on n'en est évidemment pas encore là, mais c'est pour vous dire quand même que, en fait,
derrière cette logique de la gestion des achats des fournisseurs et derrière cette logique des PDP et des plateformes, ce qui va se jouer comme match, nous, on a les yeux focalisés sur le match facture électronique et éventuellement imputation des factures en compta, parce qu'on se dit c'est ça qui nous intéresse. Mais l'autre match qui est en train de se jouer, c'est le match paiement, avenir du paiement électronique et avenir du virement, qui représente des sommes colossales hein, pour les banquiers, qui représentent des sommes importantes pour les opérateurs. Et donc, du coup, il va y avoir une ébullition des outils de paiement et des moyens de paiement dans les années qui viennent. Hein, et on peut même imaginer peut-être des systèmes de crypto-paiement, etc., qui vont être sur des plateformes. Donc vraiment, le fait de se mettre dès maintenant dans j'utilise une plateforme qui associe un outil de paiement, c'est quand même là aussi se mettre dans cette culture-là et avancer par rapport à ça. Ça déplace un petit peu le centre de gravité en fait. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de fintech hein, qui sont en train maintenant de prendre des contacts avec des PDP pour venir se greffer sur des PDP, sur des outils pour proposer du paiement. Donc, c'est vrai que ça va être quand même un élément assez stratégique et assez majeur, quoi. D'ailleurs, c'était la première fois qu'on prononçait le mot compta, je crois, de l'atelier, ce qui est assez symptomatique quand même de. Oui, bien sûr. Bien sûr, et c'est pour ça que je dis c'était. Alors après, il faut la mise en place évidemment d'un suivi hyper régulier. Hein. C'est dès qu'on est sur des missions comme ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la promesse de valeur pour le client, c'est qu'on va gérer mieux sa trésor, mieux gérer son BFR et entre guillemets lui rendre une visibilité plus. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un suivi régulier. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que dans le cabinet, il faut s'organiser pour ça. Parce que si je suis pas capable de m'organiser pour ça, la promesse de valeur, elle va vite être disparue. Hein. Et donc là, du coup, il faut vraiment avoir cet élément-là. Autre recommandation, et c'était en effet une recommandation qui était dans le guide sur le mandat de paiement et qui est toujours valable, c'est que dans l'idéal, quand on est dans des cabinets qui peuvent se le permettre, hein, puisque c'est comme ça que d'ailleurs on l'interprète, c'est bien d'avoir une personne dédiée au paiement qui est donc dissociée de la compta. Bon, on va dire c'est la règle classique de contrôle interne. Hein. On va essayer de dissocier le payeur de celui qui fait la comptabilisation. Ça peut être intéressant, en effet, dans les cabinets qui peuvent le faire, de le faire. Après, ce que dit notamment la pratique professionnelle là-dessus, c'est que très clairement, si on ne peut pas se le permettre parce qu'on est un petit cabinet, du coup, c'est l'expert comptable qui assure en fait une fonction de supervision régulière des opérations qui sont faites en termes de paiement. Quoi. Donc là aussi, ça veut dire que l'expert comptable, il faut quand même qu'il s'intéresse au sujet. Il ne faut pas qu'il ait dit je t'ai pris un outil et puis vas-y, débrouille-toi le collaborateur. Si on est sur un cabinet avec un collaborateur, il faut quand même ensuite régulièrement faire ce reporting-là. Bon, l'idée étant d'éviter évidemment les éventuelles fraudes hein, qui pourraient exister et qui peut-être arriveront, hein, parce qu'il y a des cabinets à l'international qui ont déjà eu des problèmes par rapport à ça. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'en effet, il y a un risque particulier qui est peut-être qu'il faut courir, qu'on doit se passer forcément de ce type de missions qui sont des missions à potentiel. Quoi. Ça répond à la question. Et une question qui était posée, est-ce qu'il vaut mieux dédier quelqu'un ou le faire faire à tous les collaborateurs? Donc d'un point de vue sécurité, il vaut mieux dédier un groupe à ça. Exactement, ouais, dans la logique. Alors, faut avoir en tête quand même qu'il y a des cabinets en France qui, longtemps, ont fait un peu de l'obstruction à ce type de mission en disant, il y a trop de risques, il faut pas le faire, etc. Mais ils avaient à côté des filiales qui le faisaient, donc pour leur structure. Donc, du coup, ce que je veux dire à un moment donné, c'est que moi, je suis favorable à ce que l'intégralité de la profession puisse le faire. Après, il faut organiser les choses, donc avoir éventuellement, quand on peut, une personne dédiée à ces opérations-là. Si la personne n'est pas dédiée, il faut un contrôle hein, sur une supervision et un contrôle. Bon, il faut de la diplomatie parce qu'il faut gérer évidemment les délais de fournisseurs. Et puis, il y a un esprit critique nécessaire. Comme je vous l'ai dit, en fait, l'esprit critique nécessaire, c'est quoi? C'est de me dire, OK, tiens, il y a des factures qui sont arrivées. Est-ce que ces factures, elles sont habituelles? Est-ce que c'est les factures que j'ai l'habitude de voir, les fournisseurs que j'ai l'habitude de voir, etc. Et du coup, est-ce que c'est bien ceux que je mets en paiement, etc. Bon, c'est là aussi l'objet de la formation, hein, généralement, des gens d'être dans cette démarche-là. Je fais juste un petit point timing. Et donc, il nous reste 12 minutes là, pour les slots qui restent. Et là, on va passer sur une autre étape qui est de dire on n'est pas les premiers à passer sur ce type de mission. D'autres pays l'ont fait. Voilà. Ouais, voilà. Là, pour aller au bout et pour aller vers la fin, en effet, hein, très clairement, ce qui est intéressant, j'ai mis un petit bonus, c'est en effet ce que j'appelle le Rex italien. C'est pour qu'on comprenne bien la chose. En fait, la facture électronique, c'est quand même des datas qui vont être exploitables. Là encore, comme on le disait tout à l'heure, si on prend le truc que par l'angle, entre guillemets, facture électronique des normes, on va passer à côté de la chose. L'intérêt, c'est les données qui sont dans les factures. Et donc, nos amis italiens, ils font des missions d'analyse du cycle fournisseur achat
grâce aux factures électroniques qui sont faites. Italiens qui sont déjà passés, juste la petite précision, qui sont déjà passés à la facture électronique depuis 2018. 19, ouais, 2019. Okay. Donc depuis 2019, en effet, les Italiens sont en facture électronique. Et donc, il y a quelques mois, quelques semaines, j'étais dans un congrès italien avec des confrères italiens. Et donc, du coup, on voyait des exemples, et c'est pour ça que c'est des exemples que j'ai mis, d'analyse de data, en fait, qui sont faites avec tous les éléments XML, donc des factures. Et nos confrères italiens, ce qu'ils expliquent régulièrement, c'est que grâce à ça, ils rendent, par exemple, un rapport de fin d'exercice de la gestion des fournisseurs aux clients, hein, en disant, voilà, tu vois, cette année, tu as eu tel fournisseur que tu as payé à tel délai, pour tel montant, etc. Tu as, au contraire, tel autre fournisseur, etc., qui t'a pratiqué telle condition. Le petit graphique du haut est assez intéressant parce que ce qui nous explique dans leur retour d'expérience, c'est qu'ils disent, grâce à ça, on peut faire de la détection de fraude. C'est-à-dire, en gros, on prend toutes les factures et toutes les données de facture et on voit à un moment donné que, tiens, par exemple, le point bleu, c'est une facture où il n'y a pas le détail des lignes. Alors que toutes les autres, c'est des factures où il y a un détail de ligne. Donc, techniquement parlant, ça veut dire que c'est assez curieux qu'on n'ait pas détaillé la ligne. Peut-être que c'est qu'il n'y a pas une vraie prestation, peut-être. Et donc, du coup, je vais peut-être aller regarder plus particulièrement cette facture-là. Et puis, ce qui est assez intéressant dans le Rex italien, c'est qu'ils disent aussi, par exemple, on s'ouvre de nouvelles missions qui sont de regarder avec nos clients si, par exemple, les règles que les fournisseurs avaient dit qu'ils appliqueraient ont bien été appliquées. Alors, moi, j'ai découvert à cette occasion-là, mais c'est en Italie, mais je crois que c'est le cas aussi en France pour certains secteurs d'activité. En Italie, par exemple, il y a beaucoup de marge arrière, c'est-à-dire en gros de réduction et de ristourne qui se font en fonction du volume d'achat qu'on a fait tout au long de l'année. Et ce que m'expliquaient nos confrères italiens, c'est qu'ils disent en fait, avant, quand on était expert comptable, avant la facture électronique, en fait, on vérifiait ça jamais. En gros, on enregistrait les factures en compta et puis point barre. Et on ne vérifiait pas si, entre guillemets, les taux de réduction qui étaient prévus avaient été faits contractuellement comme ça devait l'être. Aujourd'hui, ils disent on prend toutes les balises XML des achats, de toutes les factures d'achat qui sont passées, et on vérifie avec justement les contrats que les remises qui devaient être faites ont bien été appliquées. Et donc, du coup, on a une valeur ajoutée, c'est qu'on peut aller voir son client en disant, dis donc, tu as tel fournisseur, tel fournisseur, tel fournisseur, tu avais normalement des conditions comme ça, il ne t'applique pas les conditions. Et c'est là qu'on retombe dans ma mission tout à l'heure de diagnostic achat. Là, peut-être qu'on peut t'aider à renégocier, à repréciser, à expliquer à la personne qu'il faut qu'il applique les règles, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ça qui est assez intéressant dans cette offre-là, c'est que dès lors qu'on met la main dans ce processus achat fournisseur, il y a des missions là aussi de conseil en fait, de conseil administratif, mais de conseil gestion du poste fournisseur qui apparaissent et qui sont assez intéressantes. Et donc le Rex italien sur cette partie-là est intéressante en termes de retour d'expérience et de démonstration. Ça nous donne une idée un petit peu de ce que ça pourrait être dans quelques années. Voilà, très clairement, parce que je veux dire, en 2026, quand on va avoir tous les champs remplis dans les factures, ça veut dire qu'en effet, on va pouvoir les auditer beaucoup plus facilement et les suivre, quoi. Alors, une question très attendue. Ouais, alors bon, la mise en place, les retours d'expérience justement en termes de tarification. Alors attention, ce sont moi ce que j'observe sur le marché, c'est pas la vérité, chacun ensuite fait son modèle. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, OK, comment est-ce que je vais tarifier ça? Comment est-ce que je vais gérer, je dirais, ces problématiques-là? À partir du moment où je rentre dans des missions qui sont des missions de paiement et de gestion du cycle fournisseur, je vais avoir des tarifications qui peuvent être un peu de deux manières de tarification. Je peux avoir de la tarification à l'acte, en gros, à la facture. Donc, en gros, ce qu'on constate sur le marché, c'est qu'on va avoir des benchmarks qui vont être souvent entre 3 et 9 euros par facture pour avoir un cycle complet. En fait. Alors, attention, pour avoir un cycle complet. Je vais peut-être donner une actualisation par rapport à ce qu'on s'était dit au mois d'octobre ou de novembre. Sur les PDP, on est en train de voir que les prix sont en train de tomber. Donc, que les confrères se rassurent. C'est-à-dire qu'on va avoir probablement des prix de marché qui ne vont pas être loin des 5, 7, 8, 10 centimes, grand maximum, parfois 8, 10 centimes pour la fonction PDP. Par contre, dès lors qu'on rajoute, entre guillemets, du service, qui est le service de workflow, le service de paiement, le service éventuellement de suivi de la facture, voire d'exploitation des données, de la facture, de reporting, on va être souvent sur des tarifs qui vont être de 3 à 9 euros par facture. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux très bien réfléchir à la volumétrie et dire, voilà, vous, monsieur le client, vous avez 300 factures, du coup, ça fait, admettons, 5 euros. 1 500 euros pour gérer tout votre cycle fournisseur, de la récupération au bon à payer, au paiement et à la traçabilité. Il y a une deuxième manière souvent de tarifier ça, c'est en pourcentage du poste fournisseur. Et là aussi, quand on regarde,
bah, on peut être des fois sur des ratios qui sont de 5 à 13% du poste fournisseur. Alors 13%, c'est quand c'est des postes complets où il y a beaucoup de vérifications sur les factures. 5%, c'est plutôt quand on est dans des cas simples. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Bon, c'est, je vous dis, une approche qu'on voit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là encore, bah, souvent, les cabinets me disent, ouais, mais bon, c'est pas non plus des montants. Bon, je vous rappelle les honoraires moyens des cabinets, 3 000 euros, 300 factures à 5 euros, ça fait 1 500. C'est peut-être pas forcément la panacée, mais c'est quand même des vrais relais c'est ce que j'allais dire, c'est des relais, c'est du récurrent. Donc, voilà, c'est du récurrent, c'est des choses, une fois que vous avez pris la main dessus, il est peu probable que le client le reprenne. C'est pas des choses qui vont s'automatiser tout de suite avec l'IA, contrairement parfois à la tenue pour certains. Il y a quand même une grosse avancée en ce moment sur les outils de tenue. Bah, c'est, je dirais, de la complétude. Et puis, j'allais dire, c'est un peu à vous ensuite de tirer les tiroirs. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez rentrer par la facture que d'ailleurs, vous n'avez pas vendu une mission, en effet, de diagnostic du process fournisseur. Donc voilà. Donc, bah, c'est de la vente additionnelle. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire c'est de la vente additionnelle de services que l'on propose. Mais c'est aussi des services qui vont être très différenciants. Entre un cabinet qui va proposer ça et un cabinet qui ne va pas le proposer, ce qu'on sait, c'est que bah, normalement, si le client il adhère que du coup, il se structure dans son entreprise pour ne plus avoir à gérer son poste fournisseur et ses paiements, il est assez probable quand même que du coup, il soit assez, je dirais, accroché au cabinet qui lui propose cette offre-là. Et que si le cabinet ne lui propose pas d'offre, bah, il partira. Quoi. Bon, constitution de l'équipe, bah, quel profil collaborateur bah, là, très clairement, on est sur de la création de métier. Alors moi, je dis souvent, la première étape, et c'est ce qu'on fait en ce moment dans les cabinets, c'est souvent déjà d'en parler avec les collaborateurs, de dire voilà, ton métier est en train de changer, puisque du coup, c'est bien le but des ateliers de la transformation. On sait qu'on aura de moins en moins de saisie comptable à terme, en termes de traitement de la saisie de la compta. Par contre, il y a ces nouveaux jobs, il y a ces nouvelles fonctions. On a parlé l'autre jour de l'encaissement client, là on parle du paiement. Bah, je veux dire, on est sur des choses qui sont plus proches de la vie de l'entreprise aussi. Donc il y a des collaborateurs des fois qui peuvent être intéressés parce qu'ils ont une expérience entreprise ou des choses comme ça. Et donc du coup, bah, si on en parle avec eux, on va trouver probablement des collaborateurs qui sont dans des profils où il faut être pas forcément comptable, mais des profils rigoureux, des profils, je dirais, qui s'intéressent un peu à la techno pour utiliser les plateformes, et puis des gens surtout qui comprennent que cette évolution peut se faire là. Là, j'entends déjà les cabinets en période fiscale qui nous disent mais moi j'ai pas le temps de réfléchir à ça, j'ai pas de collaborateurs dispo, il m'en faudrait déjà un de plus pour faire des bilans. Donc comment est-ce que je fais pour faire ce type d'émission? Bah, je redis ce que je dis régulièrement. Alors bon, première remarque, là c'est un indicateur là aussi avancé et je ne parle que de moi. Je pense quand même que ça va se stabiliser un peu sur les problèmes collaborateurs. On commence à sentir quand même que ça se stabilise un petit peu. On a eu une grosse période en effet de migration de mouvements, etc. Mais je pense que ça va se stabiliser un peu. Après, il faut quand même anticiper du coup la transformation de nos métiers par rapport à ça, et donc du coup se dire que du coup l'automatisation comptable, je l'ai pas dit, mais c'est en filigrane de nos propos. Quand tu as dit tout à l'heure, on parle pas de compta. Bah, c'est vrai que quand même l'automatisation du process achat avec des factures électroniques, ça entraînera quand même l'automatisation de l'écriture comptable derrière. Donc, je veux dire, les meilleures plateformes, elles ont quand même déjà des bons résultats ensuite derrière, généralement d'imputation comptable. Donc voilà. Et après, l'autre remarque par rapport à ce que tu dis, je peux aussi aller chercher des gens externes à la profession, enfin entre guillemets à la compta pure, qui sont dans l'assistance administrative ou autre, et que je forme éventuellement sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je me forme. Donc, je vous renvoie que ce soit au club des DAF externalisés, que ce soit aux formations qui existent. Il existe en effet des formations pour ces fonctions-là et qui sont quand même assez importantes. Quoi. Très bien. Le storytelling, tu l'as évoqué tout à l'heure. Voilà, bah ça c'est un peu la conclusion que je voulais donner. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment se dire que ces missions-là, que ce soit la relance client la dernière fois, que ce soit le paiement des fournisseurs aujourd'hui, ce sont des missions qu'il faut valoriser. C'est-à-dire que moi, je vois parfois sur des forums des confrères ou des consoeurs qui disent « j'ai pas fait 8 ans d'études pour déclencher sur un bouton le paiement ». J'espère vous avoir convaincu que ce n'est pas ce que je plaide. Je veux dire, à un moment donné, il y a un déclenchement de bouton, certes, mais il y a tout un travail en amont qui va de la sélection des fournisseurs, de la réappropriation de mon cycle achat, du contrôle interne, pourquoi pas de la cybersécurité, parce que demain, avec les codes, etc. Bref, il y a tout un storytelling à mettre en place autour de ces missions-là.
Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, pour moi, l'enjeu, quoi. L'enjeu, c'est qu'il faut dépasser la vision classique du simple paiement, quoi. On n'est pas dans, entre parenthèses, j'ai le chèque qui est rempli et le chéquier qui est dans. Moi, j'ai démarré dans ma carrière, on avait en effet des chèques parfois qui étaient signés du client pour faire la TVA, quoi. Mais je veux dire, je me dis avec le recul, il y avait tout un storytelling à mettre en place en fait pour ces missions-là et on ne le faisait pas forcément. On rendait un service au client, mais on le marketait pas. Donc là vraiment, ce qu'il faut vendre, c'est la valeur ajoutée, et dépasser cette vision classique. Et cette valeur ajoutée, bah, c'est voilà, je te mets en place. Moi, je suis chef, je suis cabinet d'expertise comptable. J'ai l'habitude de travailler avec des entreprises. Et toi, tu es artisan, commerçant, TPE. Tu vas, grâce à moi, avoir un service achat performant comme tu l'aurais dans une belle boîte, quoi. Alors évidemment, je suis un peu vendeur quand je dis ça, mais c'est quand même un peu l'idée, quoi. C'est qu'en fait, je te dote de ces éléments-là. Et je redis ce que je dis souvent, on est dans un monde où, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui quand même là maintenant se concrétise beaucoup, la technicité et le fait d'être pointu va être important. Moi, je préfère expliquer à mon client entreprise que vaut mieux qu'il maîtrise bien son métier plutôt que de passer des heures et des heures à récupérer sur un PPF des factures, ensuite à voir comment il peut faire ses virements et ensuite, du coup, à pas avoir très bien géré sa trésor. Non, moi, je suis expert comptable, j'ai des équipes qui savent le faire. Je te mets à disposition un service d'externalisation de DAF qui te gère ton poste fournisseur client. C'est toujours la même logique, hein. Et comme je le disais souvent, ça, c'est la première étape pour aller plus loin. C'est-à-dire que si demain, je veux proposer de plus en plus des missions de conseil, de missions de valeur ajoutée, de suivi de gestion, etc., la clé, c'est quand même que ma compta soit à jour, donc que mes paiements et donc que mes factures aient été comptabilisées correctement et que les paiements soient faits avec éventuellement des projections de trésorerie. Si j'ai raté cette brique-là, je n'irai pas proposer des missions derrière d'analyse parce que je ne serai plus à la main de ça, quoi. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de travailler, je dirais, en vendant ce storytelling et surtout pas en la dévalorisant, quoi, la mission. Alors, même si c'est vrai que, objectivement, il y en a des fois qui me disent, regardez, la mission de paiement, c'est juste le clic là, quoi. Oui, c'est sûr. Après, il y a quand même tout le reste qu'il faut que je vende, c'est-à-dire toute l'approche que je fais en amont, je dirais, pour réaliser le produit. C'est un petit peu comme si pour faire une liage, j'appuie sur un bouton, puis ça y est, la liasse part, quoi. J'ai quand même tout mon travail intellectuel qui a été fait avant, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire moi sur ce storytelling. Il ne faut pas le négliger parce que ça veut dire que techniquement parlant, c'est au moment où je vais faire là, en juin, en septembre, en octobre, en novembre, mes soirées avec mes clients sur la facture électronique pour commencer à leur expliquer que la facture électronique arrive, que je peux commencer à leur dire ah, attention, la facture électronique, ça touche tous vos process. Et nous, on s'est structuré dans le cabinet avec une équipe pour vous aider à faire ça, une équipe pour faire le règlement, une équipe pour faire l'encaissement. Et donc, c'est là que je vais vendre mon storytelling. Et si je ne le fais pas, je risque de le rater. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette partie-là. Très bien, c'est parfait en termes de timing. En termes de questions, on est bien. Il y a une ou deux questions supplémentaires sur les outils, les noms d'outils, etc. Tu en as cité quelques-uns. On peut peut-être dire aussi d'assister aux événements de la profession sur lesquels Oui, bien tous les sûr. partenaires. Non, mais ce qu'il faut être clair, c'est que quand vous regardez aujourd'hui, il y a quand même maintenant en ce moment pléthore d'outils qui sont en train d'arriver ou qui sortent, etc. Donc sur les UE, j'imagine vous allez en retrouver. Au congrès, vous en retrouverez évidemment beaucoup. Il y a aussi beaucoup de gens qui font leur approche. Moi, ma remarque aussi là-dessus, c'est souvent ça vaut le coup de tester. Souvent, les éditeurs sont prêts à vous faire tester. Et donc voilà ça. Ce qui est intéressant quand on regarde ces outils-là, et alors c'est peut-être ça, plutôt la recommandation par rapport à nos confrères, c'est qu'en ce moment, ces outils-là, ils sont souvent déconnectés, entre guillemets déconnectés. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les mêmes entreprises que celles qui ont fait nos logiciels de compta. C'est-à-dire que ce qui est assez marquant sur ce marché-là des plateformes de digitalisation achat fournisseur ou de paiement, c'est que ce sont en fait d'autres opérateurs que de la compta. Alors après, ils ont des liens, ils ont des API, ils ont des fonctionnements qui font qu'on peut récupérer souvent les données. Mais en fait, ce sont des vrais opérateurs de la gestion de plateformes, je dirais, autres que des logiciels comptables, quoi. Donc voilà. Donc voilà un peu l'idée. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Avant de raccrocher, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore 2 ateliers dans le parcours de la transformation. Et donc, le prochain qui aura lieu le 13 juin et qui sera consacré cette fois à l'examen de conformité fiscale. Donc, on est toujours sur cette logique de transformation de l'offre de service.
mais avec une mission un petit peu différente de celle qu'on a décrite aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire le 13 juin. Merci à tous. Merci Stéphane encore. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.